Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Checkpoint en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. J'espère que ça roule chez vous. Bienvenue si vous arrivez en ce début d'émission. On va faire une émission absolument passionnante aujourd'hui. On va parler de recherche médicale et plus particulièrement de la maladie d'Alzheimer puisque demain c'est la journée mondiale d'Alzheimer et je ne suis pas tout seul pour en parler puisque j'ai le plaisir d'être avec Valérie Le Marchandel. Bonjour Valérie. Bonjour Jean. Ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous sur ce beau plateau. Il est cool ce plateau. Il est très cool. Franchement, on est bien. Et ça fait plaisir. On va passer du temps ensemble. Valérie Le Marchandel, je le disais, tu es la directrice scientifique de la Fondation pour la recherche médicale. Ça veut dire quoi? Tu diriges quoi? Je dirige déjà une équipe et qui en fait a la charge de mettre en place tout un tas d'actions pour soutenir la recherche médicale. On aura l'occasion d'en On parler. va en reparler de la FRM, mais on peut quand même la présenter un peu rapidement. Fondation pour la recherche médicale, jusqu'à présent, c'est assez. Je vois ce que ça veut dire. Ça désigne ça ou plus que ça? C'est tout à fait ça. Donc c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui agit uniquement grâce à la générosité de donateurs, partenaires, testateurs, donc des fonds privés, et dont la mission est de soutenir la recherche médicale dans tous les domaines. D'accord. Au profit du plus grand monde, dans le but d'améliorer la santé. On a également une mission, et pas des moindres, qui est d'informer le grand public sur les enjeux et les résultats de la recherche. Et c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a créé ensemble cette émission Checkpoint. Je vais pas vous mentir, moi aussi je suis un peu largué sur le sujet recherche médicale et sur le sujet Alzheimer. En préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de trucs, j'avais plein de clichés et tout. Donc c'est cool, c'est pour ça qu'on est là justement pour faire un checkpoint, pour faire un point de sauvegarde, pour tous se remettre au même niveau d'information sur la maladie d'Alzheimer et sur la recherche médicale. C'est ça l'intention de la Fondation sur cette émission, là, ce live. Qu'est-ce que tu veux qu'à la fin on retienne? Tout à fait. C'est vraiment de faire connaître, bien sûr, la Fondation, ses actions, mais plus largement, faire connaître au plus grand monde, et notamment aux plus jeunes, ce que c'est que la recherche, ce que c'est que les enjeux de la recherche, ce que c'est que le quotidien de la recherche, et en quoi c'est important de la soutenir, parce que soutenir aujourd'hui la recherche, c'est améliorer la santé de demain. Et on se le disait quand on préparait l'émission, les personnes qui font des dons et qui soutiennent la recherche sont rarement les plus jeunes, c'est plus des habitudes d'adultes. Oui. Le but n'est pas tant de lever des fonds aujourd'hui, mais c'est aussi sensibiliser. Sensibiliser parce que la recherche, ça concerne tout le monde, c'est pas qu'un truc d'adulte, et on va en parler sur Alzheimer, c'est pas qu'un truc de vieux, loin de là. Donc il y a ça aussi, il y a une vraie sensibilisation, vraiment d'avoir conscience, bien évidemment, là aujourd'hui on va parler de la maladie d'Alzheimer. Mais hors contexte maladie, la recherche médicale, elle profite à tout le monde dans le quotidien. Tout le monde, on s'en rend même plus compte, en fait, que les progrès de la recherche aujourd'hui sont dans notre quotidien quand on reçoit des soins, quand on va passer un examen d'imagerie ou quand encore on se fait vacciner. Tout ça, c'est grâce à la recherche et au travail des chercheurs. Et on va en discuter ensemble et surtout, on va en discuter avec vous, les amis. Vous êtes avec nous sur le chat, vous êtes là sur le plateau, vous êtes là sur mon ordi. On est là pour en discuter avec vous. N'hésitez pas à y aller sur les témoignages. On va en parler aussi. On est très nombreux à être touchés par la maladie, notamment d'Alzheimer, via nos proches, via nos amis, via des connaissances et tout. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à réagir. On est là pour discuter et on ne va pas discuter tout seul. On va se retrouver tout de suite puisque, allez, on va rentrer directement dans le sujet. On va parler d'Alzheimer avec un petit bumper. À tout de suite. Alzheimer, donc on va en parler avec très directement un chercheur. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Thibault Le Bouvier. Thibault, viens donc nous rejoindre. Salut Thibault. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour Valérie. Bonjour, ça va très bien. Bienvenue à toi Thibault. Je le disais Thibault, chercheur, tu es professeur de neurologie au CHRU de Lille. Absolument. Tu enseignes, tu recherches, tu soignes. Tout ça, je soigne, j'enseigne et je recherche. Tu es médecin, tu as des patients, tu as des étudiants, tu as tout ça. CHRU, on rappelle? Centre hospitalier régional, alors celui-là il peut sauter, centre hospitalier universitaire, CHU. Et c'est justement ce modèle très français où on fait à la fois de l'enseignement, de la recherche et du soin au même endroit. Et donc voilà, tu es neurologue? Je suis neurologue et au sein de la neurologie, donc cette spécialité qui est consacrée au cerveau, je m'intéresse à la neurologie cognitive, c'est-à-dire à toutes les maladies qui altèrent ce qu'on appelle les fonctions cognitives, les fonctions intellectuelles comme la mémoire, le langage, ce genre de choses. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Jean, j'ai eu ma thèse en 2008, donc on peut calculer, ça fait 13-15 ans. Ok, d'accord. Écoute, on va parler de ta spécialité. On a une petite vidéo d'ailleurs de la Fondation pour la recherche médicale pour un peu planter le sujet d'Alzheimer. On la regarde ensemble et on se retrouve juste après pour en parler. À tout de suite.
La maladie d'Alzheimer touche 900 000 personnes en France. C'est la première cause de démence. 60 à 70% des cas sont causés par cette maladie neurodégénérative. 2,1 millions de personnes pourraient être atteintes d'ici 2040 chez les plus de 65 ans. 225 000 cas diagnostiqués par an, cela représente environ 616 cas par jour, un peu plus de 25 cas par heure, soit environ un cas toutes les 3 minutes. Plus de 3 millions de personnes sont concernées si l'on inclut les aidants, familles, proches. Que se passe-t-il concrètement dans le cerveau? Les lésions envahissent progressivement plusieurs régions du cerveau, engendrant ainsi différents types de symptômes. Quand l'hippocampe est touché, perte de mémoire et problèmes d'orientation. Quand le système limbique est touché, s'ajoutent des troubles émotionnels comme de l'irritabilité, de l'anxiété. Quand le cortex est touché, viennent en plus s'additionner des difficultés dans les gestes, des troubles du langage et la non-reconnaissance des visages. Les 4 grands facteurs de risque sont l'âge. Le nombre de patients atteints de démence double environ tous les 5 ans, entre 65 et 85 ans. Le sexe. La maladie est 2 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Les facteurs de risque cardiovasculaires. Diabète, surpoids, obésité, hypertension artérielle, stress chronique, tabagisme, consommation d'alcool. Les antécédents familiaux. Le risque est multiplié par 1,5 si l'un des parents du premier degré, père ou mère, frère ou sœur, est atteint. Contre la maladie d'Alzheimer, la recherche avance. Mobilisons-nous pour l'accélérer encore. La FRM soutient chaque année plus de 350 projets de recherche sur toutes les pathologies. Faites un don sur frm.org. Il y a dur à trouver dans le chat qui dit « Je ne savais pas que ça touchait autant de monde au MG ». Je suis d'accord avec lui. Alors, il y a plein d'infos dans cette vidéo. C'est normal, on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Combien de personnes ça touche, la maladie d'Alzheimer? 900 000. 900 000 en 2014, donc probablement un peu plus aujourd'hui. C'est absolument énorme. C'est un phénomène de société à ce niveau-là, une maladie pareille, Thibaut. C'est probablement l'une des maladies qui va coûter le plus à nos sociétés. C'est la maladie, l'un des plus grands défis pour les sociétés modernes aujourd'hui. Je vais parler au médecin là. J'ai besoin que tu m'expliques, Thibaut. Je ne suis pas plus con qu'un autre, je suis sûr que je peux comprendre c'est quoi cette maladie. Alzheimer, ça touche le cerveau, ça jusque-là je l'ai, mais c'est quoi? C'est une bactérie, c'est un virus? Explique-nous un peu. Précisément pas, c'est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire quoi? Ce sont parfois les questions simples qui sont les plus difficiles à répondre. Qu'est-ce que c'est que la neurodégénérescence? Qu'est-ce qu'une maladie neurodégénérative? C'est une maladie du cerveau qui va induire la perte de la connexion entre les cellules nerveuses, ce qu'on appelle les neurones, et puis la perte des cellules nerveuses en elles-mêmes, de façon spontanée, intrinsèque, c'est-à-dire sans intervention de facteurs extérieurs, et puis de façon progressive et inéluctable. D'accord ? D'accord, ok. Et la maladie d'Alzheimer, c'est la première des maladies neurodégénératives, c'est la première en fréquence. Elle est loin devant toutes les autres maladies neurodégénératives qu'on connaît, la maladie de Parkinson. Par exemple. Et voilà. Donc c'est la principale maladie neurodégénérative et le principal enjeu de la neurologie. Ça existe depuis combien de temps, si je puis dire? À quel moment est-ce que la recherche a identifié cette maladie spécifiquement comme étant particulière? Ça fait plus d'un siècle. C'est en 1906 que M. Alois Alzheimer, donc un psychiatre allemand, a identifié cette maladie. Chez quelqu'un de jeune, on reviendra tout à l'heure sur le fait que ça n'atteint pas que les sujets âgés, que les personnes âgées, mais c'était une femme qui s'appelait Auguste Deter qui avait été atteinte de cette maladie. La première, elle avait une 50aine d'années au moment des premiers symptômes. C'était la femme d'un employé de chemin de fer. Et elle avait été malheureusement mise à l'hospice parce que son époux qui travaillait de nuit ne pouvait plus la garder au domicile et elle s'était éteinte et la famille avait consenti à ce qu'Alois Alzheimer examine le cerveau. En 1906, tu sais Jean, il y avait des progrès extraordinaires de l'optique. C'était à la fin du 19e siècle, la photographie, le cinéma étaient apparus. Et donc on avait des microscopes beaucoup plus performants qu'autrefois. Parce qu'il n'y avait pas encore de radio, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas de scanner à l'époque. Non, mais par contre, on avait des microscopes qui étaient bien meilleurs. Et alors, qu'est-ce qu'il a vu du coup? Et donc ça a été le premier à utiliser les nouveaux microscopes pour regarder un cerveau de malade. Et il a vu 2 types de lésions, des lésions qu'on appelle aujourd'hui les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Ce sont les 2 types de lésions emblématiques de la maladie. Et encore aujourd'hui,
en 2023, c'est l'identification directe ou indirecte de ces lésions qui est la base du diagnostic. C'est un moment historique de l'histoire de la maladie d'Alzheimer, puisque à l'époque, la maladie d'Alzheimer, on l'a rangée dans les maladies psychiatriques, ce qu'on appelait les aliénations mentales. Ouais. On l'a rangée également dans la même catégorie que le handicap mental, le retard mental. Ouais, en fait, on ne savait pas, on galérait, on ne comprenait pas. Voilà, on ne savait pas, donc on avait fait un grand sac avec toutes ces maladies. Et l'identification de lésions, ce qui distingue cette maladie-là des maladies psychiatriques, où il n'y a pas de lésions visibles dans le cerveau, ou alors elles sont subtiles, ça a fait rentrer cette maladie-là dans le champ de la neurologie. Elle a quitté le champ de la psychiatrie, les maladies mentales sans lésions évidentes, pour rentrer dans le champ de ma spécialité, la neurologie, dès 1906. Okay. Alors, tu l'as dit, c'est pas une maladie qui touche que les personnes âgées. C'est le premier cliché que moi j'ai en tête. Alzheimer, oui, c'est les vieux qui perdent la mémoire. Et en fait, non, le profil des personnes touchées, c'est plus subtil que ça. On a des progrès diagnostiques qui font qu'on arrive à le détecter beaucoup plus tôt maintenant. Alors oui, d'une part, on sait diagnostiquer beaucoup plus tôt, mais même depuis toujours, c'est une maladie qui touche aussi les personnes jeunes. Le premier patient, Auguste Deter, cette femme, avait une 50aine d'années au moment du diagnostic. En fait, c'est une maladie dont le facteur de risque principal est l'âge. Donc elle devient de plus en plus fréquente à mesure qu'on prend de l'âge. Mais elle existe également chez les personnes jeunes. Alors, il y a une augmentation exponentielle de la prévalence, c'est-à-dire de la fréquence de cette maladie en population. Les chiffres, enfin c'est des chiffres à prendre avec des pincettes parce que c'est très difficile d'obtenir les chiffres, mais en dessous de 65 ans, on estime qu'il y a peut-être 20 000, 25 000 personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Alors que la fréquence de la maladie, quand on atteint 80 ans, elle est de 1 personne sur 5. C'est 20% des personnes qui sont atteintes. Autre chiffre qu'on a vu rapidement dans la vidéo et qui a marqué des gens sur le chat, c'est les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes. Oui, c'est impressionnant ça comme chiffre. Explique-moi comment on l'explique ça. D'abord, c'est un petit peu artificiel. Pourquoi ? Il y a une part de vérité, mais il y a aussi un petit peu d'artifice. C'est un petit peu artificiel parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, tout simplement. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, donc elles atteignent plus volontiers l'âge auquel on développe la maladie d'Alzheimer. Et puis, les hommes sont plus prompts à développer d'autres types de maladies du cerveau. Les hommes consomment plus d'alcool, donc les troubles cognitifs liés à l'alcool, ce qu'on appelait autrefois la démence alcoolique, touchent plus les hommes que les femmes. Les hommes souffrent plus de pathologies vasculaires, ils bouchent les vaisseaux dans leur cerveau, parce qu'ils sont plus volontiers fumeurs, c'est vrai, ils ont plus de facteurs de risque. Et donc, ils font plus souvent ce qu'on appelle des démences vasculaires que des maladies d'Alzheimer. Donc, c'est un petit peu artificiel dans le sens où les hommes développent d'autres types de maladies avant l'âge de la maladie d'Alzheimer et les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Mais malgré ça, à âge équivalent, il semble que les femmes sont un petit peu plus prédisposées que les hommes et que la maladie d'Alzheimer avance un petit peu plus vite chez les femmes que chez les hommes. On est loin de savoir l'expliquer encore. Ça fait partie des grandes questions de la recherche. Bah ouais, on est là pour en parler justement. Je vois dans le chat, il y en a qui disent 50 ans, c'est pas jeune. Si, à l'âge d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer, 50 ans, c'est un diagnostic assez jeune. Je ne sais pas qui c'est, comment il s'appelle, mais on va lui dire que plus on avance et plus on considère que 50 ans, finalement, c'est très jeune, n'est-ce pas Valérie Nous, on trouve ça très jeune. Ok, d'accord. Il y a une... Ouais, tiens, Sandrine dans le chat qui nous dit qu'à Dax, par exemple, à l'hôpital de Dax, il y a une patiente de 39 ans qui a été diagnostiquée quand elle avait 26 ans. Wow. Exemple de diagnostic très précoce, 26 ans. C'est un extrême. Et j'ai vu dans la vidéo le mot démence. Ça aussi, c'est un mot... en médecine, vous devez l'utiliser plus souvent que moi. Ça désigne quoi, la démence ? J'ai le temps, Jean Vas-y, je t'en prie. Non, en vrai, on a le temps. Non, vraiment. Ouais, vas-y, Thibaut. C'est un mot qui a différents sens. Et c'est un mot qui n'est pas facile à manier. C'est un mot qui n'est pas facile à manier en langue française, parce que démence... Ça renvoie à la folie furieuse. Ouais, à l'irrationnel. Moi, je suis de Lille, alors dans La Voix du Nord, des fois, on lit des articles. Dans un accès de folie, il a cassé la figure à 3 gardiens. Voilà. On voit que la démence renvoie à la folie furieuse. Et alors que démence, c'est aussi un terme de la nomenclature médicale et un terme international. Et en langue anglaise, dementia n'est pas du tout connoté. Il n'y a pas la même définition dans le langage populaire. Et il y a des gens qui viennent à la télé, des artistes, qui viennent dire « I have dementia », j'ai une démence. Alors qu'en France, on a du mal à employer ce terme.
vous avez une démence, c'est très stigmatisant. On dit mais alors je suis fou, il faut m'enfermer, il faut m'interner. Voilà. Donc tu me diras, on va reparler de la perception de la maladie d'Alzheimer. On a des problèmes de la perception de la maladie mentale en France et on le retrouve dans ce genre de témoignages-là. Oui, c'est ça, la folie, la démence et tout. Après, démence, ça a plusieurs définitions en médecine. D'abord, les démences, c'est toutes les maladies neurodégénératives qui touchent la cognition, les fonctions intellectuelles, d'une part. Et puis, ça a une autre définition en médecine, celle de ce qu'on appelle le syndrome démentiel. C'est le fait d'avoir acquis, de voir ces fonctions cognitives, ces fonctions intellectuelles qui déclinent suffisamment pour faire perdre son autonomie. Donc c'est un déclin des fonctions cognitives d'intensité suffisante pour compromettre l'autonomie. C'est donc une maladie qui touche la cognition et qui fait qu'on a du mal à vivre indépendamment, sans aide. Voilà, c'est ça le syndrome démentiel. Donc il y a plusieurs définitions qui se télescopent. Démence, le terme générique pour toutes les maladies qui touchent la cognition. Syndrome démentiel pour désigner un trouble cognitif qui va induire une perte d'autonomie. Et puis le sens populaire de la folie furieuse. Ouais. Bah, alors, qu'est-ce que la recherche aujourd'hui sait, qu'est-ce que les chercheurs savent de l'origine de cette maladie? Parce qu'on a parlé de facteurs aggravants, on a parlé de consommation de tabac, d'alcool, de cardiovasculaire. On a aussi parlé de facteurs génétiques avec si tu as plus de chance, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui l'a, etc. Qu'est-ce qui déclenche ces fameuses lésions dans le cerveau? On le sait aujourd'hui ou... Non, bah pour faire rapidement, je dirais qu'on ne le sait pas. Okay. Tout ce que tu as décrit, Jean, et on voit que tu sais certaines choses, tout ce que tu as décrit, ce sont des facteurs de risque. Et c'est d'ailleurs très important de bien dire à tout le monde que ce sont des facteurs de risque. Parce qu'après, ça culpabilise énormément les gens. De dire, j'ai pourtant tout bien fait et puis j'ai développé une maladie. Ou alors, j'aurais dû inciter ma maman ou ma grand-mère à faire un petit peu plus de sport. Maintenant, elle a la maladie. Non, ce sont que des facteurs de risque. Ce sont des facteurs qui rendent, quand ils sont présents, la probabilité de développer cette maladie qui est fréquente un petit peu plus élevée. Alors ces facteurs, tu l'as dit, c'est surtout les facteurs de risque vasculaire. C'est pour ça qu'il est vraiment raisonnable de mener des campagnes de santé publique pour lutter contre les facteurs de risque vasculaire à nos âges. C'est-à-dire que quand bien même peut-être pas à l'âge des auditeurs, si j'ai cru comprendre qu'ils avaient 24 ans en moyenne, mais probablement il y a aussi mais aux alentours de 30 à 50 ans, c'est très important de lutter contre les facteurs de risque vasculaire. Ça protège un peu contre la survenue d'une maladie d'Alzheimer. Ces facteurs de risque, c'est le tabagisme, c'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est la sédentarité, le fait de ne pas avoir d'activité physique, c'est l'obésité également. Et puis, donc, encore une fois, c'est des facteurs de risque. C'est pas parce que vous fumez que vous allez développer. C'est plus compliqué que ça. On n'arrivera pas à dire pourquoi l'un plutôt que l'autre. Mais ça n'empêche pas de savoir quand même qu'il faut agir. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est très important de lutter contre ces facteurs de risque. On estime, et donc il y en a d'autres. Il y a l'éducation aussi, le niveau d'éducation. On pourra revenir là-dessus si ça t'intéresse, Jean. Il y a également la surdité qui est un facteur de risque. Il y a également la pollution atmosphérique, ça a été publié récemment, ça fait très peur. Et puis je crois que j'en oublie pas, peut-être que j'en oublie. Mais il y a quelqu'un qui a demandé le sucre, la consommation de sucre, tu as parlé du diabète. Le diabète, pas la consommation de sucre en tant que tel. Donc tous ces facteurs de risque, on estime que si on arrivait à lutter contre tous ces facteurs de risque, on pourrait diminuer la fréquence de la maladie dans la population. C'est pour ça que c'est intéressant de mener des campagnes de santé publique. Parce que si on diminue ces facteurs de risque, on diminuera aussi, au final, la maladie d'Alzheimer. Du coup, il y a plein de questions dans le chat. Il y en a qui demandent est-ce que faire du sport, ça aide à limiter la maladie, par exemple? Ça participe de cette... Absolument. Le sport, c'est vraiment un truc intéressant. Parce que le sport, il y a de plus en plus de données même qui disent que quand on a débuté une maladie, ça pourrait protéger. Ça pourrait ralentir un peu la progression de la maladie. La stimulation, ça aide. Absolument. J'ai vu aussi le mot de benzodiazépine. C'est un mot technique celui-là. Est-ce que ce sont les calmants, ce qu'on appelle les anxiolytiques. Les benzodiazépines, ça fait partie. C'est la classe prédominante des anxiolytiques. Donc une catégorie de médicaments qui est très décriée, mais qui pourtant rend de fiers services en médecine, mais dont il faut éviter la prescription au long cours et qui malheureusement trop souvent est prescrit au long cours. C'est pas un vrai facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est benzodiazépine. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande, tu as parlé de niveau de vie. C'est vrai que c'est intéressant. On constate des différences entre les niveaux de vie. Plus on est pauvre, plus on a de chance, ou c'est l'inverse? Alors je suis pas sûr qu'il y ait d'études là-dessus. Tu vois, c'est des sujets un petit peu
un petit peu... tu veux dire l'hygiène de vie alors, ce qui peut être lié, tu me diras. C'est le niveau d'éducation et les interactions sociales, c'est ça qui est publié. Ah ok, d'accord. Voilà. Mais indirectement, ça peut être lié bien sûr aux conditions de vie, bien sûr. Le niveau d'éducation et les interactions sociales. Mais le niveau d'éducation, là encore, moi j'aime pas trop parler de ces sujets sans développer. C'est pour ça que je suis content d'avoir un petit peu de temps. Ouais, on a le temps. Parce que c'est surtout l'activité cérébrale. Tu vois, tu peux avoir 0 diplôme et avoir un mode de vie extrêmement actif, réfléchir tout le temps, avoir plein de projets, être hyperactif. Et ça te protège de la maladie d'Alzheimer. C'est pas le diplôme en tant que tel. Il ne faut pas croire que les études supérieures en tant que telles soient protectrices. C'est plus le niveau de stimulation cognitive, de stimulation des fonctions intellectuelles continue tout autour de la vie qui protège un petit peu. Tu sais, ça n'empêche pas la maladie de survenir en fait. Ouais, non. C'est cette stimulation intellectuelle. Mais ça rend le cerveau plus résilient, c'est un terme à la mode, ça, la résilience. C'est vrai, non, mais c'est intéressant. Ça rend le cerveau un petit peu plus résilient face à la survenue des premières lésions de la maladie d'Alzheimer. Dans d'autres termes, ça augmente ce qu'on appelle la réserve cognitive, le fait d'avoir un niveau de stimulation intellectuelle élevé tout au long de sa vie. Et donc, on a un cerveau qui est mieux façonné, qui a plus de connexions et si surviennent des lésions dans les circuits de la mémoire, eh bien, on arrive à trouver des stratégies de compensation et on résiste beaucoup plus longtemps. La maladie peut être présente des années sans qu'il y ait de symptômes évidents. On va en parler tout à l'heure du parcours du patient. Tu as dit tout à l'heure, quand tu as parlé de neurodégénérescence, tu as parlé d'incurable ou d'inéluctable. Je ne sais plus quel mot tu as utilisé. Question simple, est-ce qu'Alzheimer, c'est soignable ? Oui. D'accord. Alors, ça se soigne. Mais oui, ça se soigne. Jean, il faut bien faire la différence entre soigner et guérir. Alors là, il va falloir que tu m'expliques. Là, vas-y. Parce que là, clairement, dans ma tête, j'ai mélangé les deux. Alors, explique-moi. Et c'est une maladie qui se soigne. C'est pour ça que je me lève le matin, pour soigner les gens. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Mais c'est le cas de plein de maladies. Oui, la polyarthrite rhumatoïde, la séropositivité au VIH, l'ostéoporose, enfin, il y a plein de maladies qu'on ne sait pas guérir et qu'on sait soigner. Les cancers du sein, grande innovation. Certains, malheureusement, sont fatals, mais la plupart des cancers du sein sont devenus des maladies chroniques qu'on ne sait pas guérir, on sait les guérir dans certains cas, mais qu'on sait soigner. Donc on n'a pas de traitement contre Alzheimer. Donc on n'a pas de traitement curatif. Curatif, c'est ça, d'accord. On n'a pas de traitement qui guérisse. Mais on a toute une ribambelle de thérapeutiques qui sont utiles dans la maladie d'Alzheimer. Et ça, il faut le dire, parce que les mots ont un sens, et puis ça laisse traîner dans l'esprit des personnes que pour mon grand-père qui commence à perdre un petit peu la tête, qui ne se souvient plus très bien de ce qu'il a fait hier, c'est pas la peine de consulter parce qu'il n'y a rien à faire. Ouais. Non, ça c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose à faire. Valérie, toi aussi, c'est ce qui te motive à soutenir la recherche contre Alzheimer, le fait qu'on peut soigner. Oui, tout à fait. De toute façon, ce qui me motive, c'est ce besoin d'être utile et de soutenir la recherche, parce que, en tout cas, pour plein de maladies, notamment la maladie d'Alzheimer, on sait que la solution elle viendra de la recherche. Bah oui. Et on l'a vu, les chercheurs travaillent d'arrache-pied. Et là, récemment, on voit arriver des espoirs de traitement, peut-être pas curatifs, mais en tout cas qui semblent agir sur l'évolution de la maladie. Ça, c'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès en soi, et ça veut dire que demain, on peut espérer encore mieux. Et voilà, moi, c'est... Non, c'est intéressant, tu as parlé de stimulation du cerveau. Du coup, il y a eu plein de questions dans le chat sur est-ce que le jeu vidéo, ça y participe? Est-ce que rester trop de temps sur les réseaux sociaux, ça aggrave la maladie? C'est des questions que je trouve intéressantes parce que du coup, on s'interroge tous sur est-ce que mon cerveau est stimulé? Et ça veut dire quoi, stimuler un cerveau? Tu as parlé d'interaction sociale, c'est un exemple. Moi, je crois que la richesse des stimulations est essentielle. Mais là, je n'ai pas de preuves scientifiques pour le dire. Mais la multiplicité des stimulations est essentielle. Et moi, je suis persuadé que le jeu vidéo, ça fait partie des modes de stimulation du cerveau. Ça accroît une certaine forme d'intelligence. C'est évident. Ouais. Et de réactivité et d'attention. Ça favorise l'attention également. Mais ce que je prônerais volontiers, c'est de varier les sources de
de stimulation. Faire 18 heures de jeux vidéo par jour, à mon avis, c'est pas une bonne stratégie. Il faut bouger son corps autrement que les pouces. Et puis, il faut manier son vocabulaire, il faut rencontrer des personnes, donc il faut varier les sources de stimulation. Mais certainement, le jeu vidéo, et d'ailleurs, il y a certaines formes de stimulation cognitive proposées aux patients qui sont basées sur les jeux vidéo. C'est encore controversé, c'est pas encore complètement validé, mais ça commence à arriver. Et tu vois, j'ai vu quelqu'un de cynique dans le chat dire si c'est incurable, il n'y a rien à faire. Et toi, tu es contre ça, c'est ce que tu disais, il n'y a pas rien à faire. Oui. Au contraire, pas de fatalité. Beaucoup de bienveillance pour cette personne que tu cites, mais ne pas confondre, ne pas savoir soigner, ne pas savoir guérir. Non, c'est intéressant. On va continuer à discuter évidemment de la recherche, on va continuer à discuter de la maladie, on va discuter aussi justement de cette recherche avec la Fondation pour la recherche médicale, après un tout petit générique. Valérie, on l'a défini ensemble tout à l'heure, cette Fondation pour la recherche médicale dont tu es la directrice scientifique. Explique-moi un petit peu comment est-ce que vous agissez autour de la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce que vous avez commencé à travailler dessus à la FRM? Alors depuis, donc la Fondation pour la recherche médicale, elle existe depuis 75 ans. Donc voilà. Et depuis 75 ans, voilà, la Fondation soutient des recherches dans tous les domaines, y compris sur les maladies neurodégénératives et la maladie d'Alzheimer. Il y a maintenant 4 ans, on a vraiment décidé, en plus de soutenir la recherche dans tous ces domaines, en plus de ce positionnement qu'on pourrait qualifier de généraliste, de concentrer aussi nos efforts sur certains domaines prioritaires, en tout cas que nous, on a jugé prioritaires, parce qu'ils correspondent à des enjeux, souvent des enjeux de santé publique, et puis des enjeux de recherche aussi, où il y a besoin de faire avancer la recherche. Et les maladies neurodégénératives, ça a été le premier domaine qu'on a ciblé et sur lequel on a mis les moyens. Comment on a fait ça? On a constaté qu'il y avait un vrai besoin d'attirer, déjà de donner les moyens aux équipes déjà mobilisées sur la question, les moyens de travailler encore davantage. Et puis aussi, voyant que, comme le rappelait Thibault, finalement, on ne connaît pas très bien, on ne connaît même pas vraiment quelles sont les causes de cette maladie. Et convaincu du fait que pour un jour, la guérir, et aujourd'hui encore la soigner mieux la prendre en charge les malades, il faut comprendre en fait. Il faut comprendre les mécanismes qui sont à la base de cette maladie. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle des appels à projets. Donc, on a lancé des appels aux équipes de recherche en France pour qu'elles nous proposent des projets tout à fait innovants. D'une part, pour justement s'attaquer à l'étude des mécanismes vraiment fondamentaux de la maladie, et également pour inciter des travaux qu'on appelle interdisciplinaires, c'est-à-dire qui vont croiser l'expertise de chercheurs en biologie et en santé, et en médecine, et également des chercheurs d'autres disciplines qui ne travaillent pas forcément aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer. Par exemple, c'est là que vous intervenez aussi dans ce caractère interdisciplinaire. Exactement. Pour voilà, favoriser donc en fait, le dialogue. on a vraiment fait cette action incitative pour faire se rapprocher les disciplines, attirer de nouveaux acteurs, convaincus que c'est de cette interdisciplinarité que naîtront les futures innovations scientifiques, et convaincus qu'il y avait beaucoup à faire pour que les chercheurs, par exemple, en chimie, des gens qui étudient par exemple la biologie de la structure des molécules, pour essayer de comprendre comment ces fameuses protéines anormales s'agrègent dans le cerveau, comment elles se propagent, avec des expertises, des approches différentes. L'idée étant de faire émerger vraiment des pistes nouvelles, parce que ce n'est pas en continuant de suivre toujours les mêmes pistes qu'on sera innovant. On voit quelques images du coup pendant que tu parles effectivement de la Fondation pour la recherche médicale, du travail que vous menez. J'ai vu aussi que vous aviez des ambassadeurs, des stars qu'on a pu voir à la télévision, à la radio pour témoigner. Ça aussi, ça fait partie des missions de la FRM. Tout à fait, de porter justement cette parole au plus grand monde et notamment sur la maladie d'Alzheimer. On est tous concernés par la maladie et finalement, très facilement, on trouve des gens connus et reconnus, même en dehors du monde de la recherche, ces fameux ambassadeurs,
qui témoignent, en fait. Bah oui, moi aussi, j'ai été confrontée. J'ai vu mon grand-père malade, mon père, ma grand-mère, etc. Et très, très concernée et engagée et envie justement de porter ce message qui est celui qu'on porte aujourd'hui, c'est-à-dire de dire qu'il faut se mobiliser pour soutenir la recherche. C'est vraiment de la recherche que viendra la solution. Il faut tous qu'on soit unis pour... Et alors, dans cette mobilisation, justement, je le disais, demain, c'est la journée mondiale d'Alzheimer. Ça sert à quoi une journée mondiale d'une maladie? C'est quoi? C'est sous l'égide des Nations Unies? C'est pour attirer l'attention? C'est pour générer des émissions sur Twitch? Ça se trouve, c'est ça la réponse. C'est oui, pour qu'on en parle. Mais c'est tout simplement ça. C'est pour alerter. C'est un moment où on peut parler de cette maladie, où il y a beaucoup de sujets, enfin, le réchauffement global, la pollution, il y a beaucoup de sujets importants. Celui-ci est l'un de ces sujets, enfin, le vieillissement de nos populations et l'importance que va prendre la maladie d'Alzheimer, c'est un de ces sujets majeurs de société. Et le fait de compartimenter un petit peu les choses avec ces journées mondiales pour qu'à un moment, il y ait une attention, un focus d'attention sur un sujet particulier, moi je trouve que c'est bien, c'est vertueux. Mais moi j'en suis très content parce qu'effectivement, je ne sais pas si on l'aurait fait cette émission s'il n'y avait pas eu cette journée mondiale. Donc voilà, si ça ne sert qu'à ça, c'est déjà bien. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est ce que tu disais aussi, c'est-à-dire que la recherche contre Alzheimer, c'est pas seulement un enjeu de chercheurs dans leur labo, c'est un enjeu de santé publique, de société, où il faut se mobiliser parce que les facteurs de risque, les limiter, c'est aussi ça, faire reculer la maladie, et puis aussi faire monter le niveau de vigilance de la société. Ça peut aider, je suppose, par exemple, des diagnostics. D'en entendre parler de cette maladie, de poser la question à son médecin généraliste. Tiens, je me demande si ma maman, etc., qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Enfin, je suppose que ça sert aussi à ça. Bien sûr. Ça sert à alerter, oui. Bah ouais, carrément. Carrément. Attendez, j'avais une autre question, parce que je vois que dans le chat aussi, vous en discutez beaucoup. Oui, c'est ça, on parle de financement de la recherche avec la Fondation pour la recherche médicale. Vous apportez votre concours financier à des projets de recherche, de laboratoires, de chercheurs, d'équipes. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Donc la Fondation pour la recherche médicale soutient la recherche qu'on appelle publique ou académique, c'est pas un joli mot, mais par opposition à la recherche privée qui est menée par les entreprises, soit des petites, moyennes ou la des R&D, grands comme on groupes. dit. Voilà, la R&D. C'est quoi la recherche publique? C'est la recherche qui est organisée par l'État et menée dans des laboratoires qui dépendent d'organismes publics, soit d'enseignement supérieur comme les universités, les grandes écoles, ou bien des organismes de recherche. Typiquement, dans le domaine biomédical, c'est l'INSERM, donc l'Institut national santé et recherche médicale, et puis le CNRS pour la partie sciences de la vie. D'accord. Donc effectivement, on soutient, on apporte un soutien financier à des projets que nous présentent les chercheurs qui dépendent de ces laboratoires-là. Et comment vous sélectionnez les projets que vous aidez? Alors, on fonctionne par un système d'appel à projets, c'est-à-dire qu'on va diffuser un peu comme une offre, en fait. On propose, on dit voilà, on propose des financements à la communauté scientifique, par exemple sur les maladies neurodégénératives. Il faudra que les projets soient ficelés de telle et telle façon. Les chercheurs répondent et nous font donc des propositions de projets de recherche. Et ensuite, ils sont examinés, sont passés au crible par un comité d'experts, donc tous scientifiques, et qui vont... entre guillemets, évaluer, juger ces demandes de financement sur des critères assez classiques qui vont inclure la qualité des chercheurs qui vont proposer le projet. Donc ça va se juger sur leur CV, sur ce qu'ils ont fait déjà auparavant, pour voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Bien évidemment, la qualité du projet. Est-ce que ça adresse une question vraiment intéressante? Quelles sont les méthodes qui sont proposées pour répondre à la question? Quels sont les résultats attendus? Quels sont déjà les résultats préliminaires qu'ont l'équipe? C'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle? Par rapport à, bien sûr, à un état des lieux plus général de ce qu'on sait aujourd'hui sur la question. Donc ce travail d'expertise, il est vraiment indispensable. On le fait de manière...
complètement désintéressé, pas de conflit d'intérêts. Fondation, c'est à but non Voilà, lucratif, on le rappelle, exactement. ouais. Vous n'êtes pas un labo privé. On n'est pas un labo privé et on est un bailleur de fonds. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Ça veut dire quoi ça? Un bailleur de fonds, c'est-à-dire qu'on est un financeur de la recherche. Ok, d'accord. Uniquement. On n'a pas de labo en propre, on n'a Ouais. pas de chercheurs en propre. On attribue des financements en fait, à des équipes de recherche et ce sont ces fameux organismes publics qui vont gérer les fonds. D'accord, ok. Voilà, donc un processus très strict qui nous permet d'assurer vraiment l'excellence de cette sélection. Alors ça peut être une sélection aussi qui va être basée, et ça on le fait très régulièrement, sur un petit peu pour mettre en avant la prise de risque et sur justement ces soutiens aux projets sur les maladies neurodégénératives et les maladies d'Alzheimer. C'était vraiment le mot d'ordre qu'on a donné au comité scientifique qui a sélectionné les projets, de dire ok, là il n'est pas question de financer des projets sur des pistes déjà suivies complètement, voilà, ce qu'on a déjà essoré depuis des années. On sait que ça donnera... Ça sert aussi à prendre des risques, si je puis dire, voilà. à tenter des voies qu'on n'avait pas encore fait, à faire sur mais des là, équipes qui avaient jamais mais discuté. vraiment, là, c'est l'idée, c'est de soutenir des projets vraiment qui font un pas de côté, qui testent des hypothèses qu'elle personne n'avait encore pensées. Quitte à ce qu'au final, ça ne marche pas, mais de toute façon, c'est pas grave, parce qu'un des résultats négatifs est toujours un résultat. Oui, non, super ça fait important, progresser. hein. Oui, bien sûr, c'est très Ça important. fait progresser la recherche et c'est super important. Il y a Florian qui demande, donc en gros, on peut vous donner à vous et vous dispatcher les fonds vers différentes recherches. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Même. C'est un peu l'idée. La question a été posée à plusieurs reprises dans le chat. Les substances comme CBD, cannabis, etc. Alors évidemment, on en parle beaucoup sur Internet, puis même dans la société civile en général. Est-ce que ça fait partie des domaines de recherche? Toi, Thibaut, tu as des collègues quelque part en France ou dans le monde qui travaillent sur ces molécules-là? Ah oui, il y a quelques essais thérapeutiques là-dessus, notamment l'effet de cannabinoïdes pour traiter ce qu'on appelle les symptômes psychologiques et comportementaux de la maladie d'Alzheimer. Dans les maladies d'Alzheimer souvent avancées, il peut y avoir des symptômes, des troubles du comportement, une agitation, une tendance à... une agressivité parfois, c'est rare, mais ça arrive. Et dans ce type d'indication, il semble que certaines de ces molécules pourraient être intéressantes. Ce n'est pas encore arrivé au stade de la mise sur le marché, mais c'est testé. C'est testé également dans d'autres indications. Pour l'instant, ça reste que des essais thérapeutiques. Il n'y a rien qui sorte là-dessus. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question, probablement plutôt pour toi Thibaut. Est-ce que ça arrive que la maladie s'aggrave dans le temps ou est-ce qu'elle stagne ou juste c'est parce qu'on vieillit plus? Non, la maladie s'aggrave. C'est malheureusement... Le caractère dégénératif. Le caractère dégénératif fait que si la maladie stagne trop longtemps, il faut remettre en cause le diagnostic. Ça nous arrive d'ailleurs. Tous les troubles de mémoire ne sont pas des maladies d'Alzheimer. Et quand la procédure diagnostique n'est pas allée jusqu'au bout, on pourra en parler si tu veux, eh bien, parfois on se trompe. Et un trouble de la mémoire qui n'évolue pas, il faut remettre en cause le diagnostic. Notre travail, c'est de faire en sorte que ça évolue le plus lentement possible, en fait. D'accord, ok. On va parler du parcours du patient. Comment est-ce qu'on vit avec la maladie? Comment est-ce qu'on la découvre? Comment est-ce qu'on est accompagné? Comment est-ce qu'on la soigne? Après un tout petit bumper, à tout de suite. Et bonjour, si vous nous rejoignez, au cours de cette émission Checkpoint, on est toujours avec mes deux invités, avec la Fondation pour la recherche médicale, avec Valérie Lemarchandel, directrice scientifique de la Fondation, et avec toi, Thibaut Lebouvier, professeur de neurologie au CHRU de Lille. On continue à discuter de cette maladie d'Alzheimer et on voulait discuter du parcours du patient, comment est-ce qu'on la découvre cette maladie, comment est-ce qu'on apprend qu'on a la maladie, quels tests on fait, etc. On a une petite vidéo à vous diffuser. La Fondation pour la recherche médicale nous a fourni le témoignage d'un patient, vous allez voir relativement jeune, qui s'appelle Thibaut et qui témoigne de sa maladie. On se retrouve juste après pour en parler. Bizarrement, j'ai eu l'impression de... Finalement, j'allais la voir d'une manière ou d'une autre. D'abord avec mon grand-père. Alors je sais... On n'a jamais dit qu'il était Alzheimer, mais très honnêtement, pour l'avoir suivi jusqu'à la fin, ça y ressemblait. Et ma mère a été diagnostiquée.
En fait, je regardais une série sur Netflix et à un moment donné, j'ai demandé à ma femme, je dis attends, on peut en mettre sur pause hein, parce que je me souviens pas de ce qui vient de se passer en fait. C'était voilà, la première fois où il y avait un trou en fait. J'avais 52 ans et aujourd'hui 56. J'avais des difficultés d'écriture, j'avais aussi des difficultés de lecture. C'est l'horreur. C'est-à-dire que moi, je suis une sorte de... Enfin, j'étais une sorte de work addict où il fallait le travail H24. Et je commençais à avoir des difficultés sur certains jobs. J'ai fait comme une sorte de burn-out. Et ma femme m'a dit, ça serait peut-être pas mal que tu ailles voir un psy. Et puis au bout d'un moment, on dit, si c'est bien, mais il faudrait peut-être voir un médecin, un psychiatre. Et à un moment donné, on m'a fait une ponction lombaire. Et à un moment, le verdict tombe. Et on me dit, bah voilà, c'est Alzheimer. Ma femme se prenait un bus. Et moi, au contraire, j'étais soulagé. Parce que dans ma tête, je n'avais pas fauté. J'étais juste malade. Puis à partir de là, il a fallu trouver des solutions. J'ai utilisé tous les outils qu'on peut utiliser. Il y a un moment donné, quand on cherche ses clés tous les 5 minutes, ça devient pénible. Donc j'ai acheté des petites magnettes, on va dire, que je mets dans mon portefeuille, que je mets sur mon vélo, que je mets sur mes clés. Et du coup, il suffit que j'appelle mes clés, elles viennent à moi. Donc du coup, ça m'a simplifié la vie. Et puis après, c'est l'organisation. Si on est malade, on prend son agenda, on essaye d'être là à l'heure dans les rendez-vous, d'être présent et essayer de travailler, de voir un maximum de gens. Je me suis mis à marcher. J'ai été voir les amis que je n'avais pas vus depuis si longtemps. J'ai été voir mon père, j'ai été voir mes proches. Je me suis mis à mieux manger. J'ai changé mon alimentation. La psychiatre m'a envoyé dans un endroit où finalement on nous stimule à tous les niveaux. Ça a commencé par de la peinture, puis du chant, et puis aussi des visites au musée. Et toutes ces petites choses qui font que on se sent bien finalement. Dans ma vie, je suis entouré de filles. Ma femme et mes 3 enfants. C'était dur au début parce que j'étais malade, j'avais du mal à communiquer avec elle. Elle se mettait un peu à l'écart parce qu'elle sentait que ça n'allait pas très bien. Et grâce à la stimulation, grâce à tout ce que j'ai pu mettre en place avec ma femme surtout, qui s'est vraiment énormément occupée de moi, petit à petit, j'allais vraiment mieux et elle aussi. Alors la recherche médicale, je m'informe. D'ailleurs, je me suis toujours informé. Je n'ai jamais été dans le déni et je voulais savoir. Après, c'est toujours pareil, c'est dans combien de temps. Mais ces derniers temps, ça avance. Je sais que les chercheurs ont besoin d'argent parce que c'est comme ça, c'est la vie. Sans argent, on ne fait rien. Et si on peut sauver beaucoup de gens grâce à ça, je crois qu'il faut y aller, quoi. Il faut les aider. Voilà, donc un témoignage très touchant de Thibaut sur sa maladie, sur comment il l'a découvert, sur comment il vit avec. Assez émouvant. Je vois dans le chat, c'est très calme depuis tout à l'heure parce que voilà, on est tous frappés par le témoignage de Thibaut qu'on remercie et qu'on félicite pour son témoignage. Et puis il donne un message d'espoir. Il parle de ce dont tu parlais tout à l'heure, de vivre avec, et aujourd'hui ça va mieux, c'est cette phrase qui dit à un moment alors qu'on a l'impression qu'il ne pourrait pas la prononcer. C'est assez impressionnant ce témoignage. Je suppose que toi Thibaut, c'est des gens comme Thibaut, t'en rencontres souvent, c'est tes patients. Ce sont mes patients, alors souvent j'en rencontre aussi jeunes que lui, c'est quand même pas la majorité. Rare, ouais. Mais nous les voyons tous, les patients jeunes à Lille, puisque nous sommes le centre de référence pour les patients jeunes pour notre région.
Mais voilà, c'est quand même une exception d'être aussi jeune et de présenter la maladie. Il a dit quelque chose, Jean, que j'ai retenu, bien sûr, c'était extraordinairement touchant. Il a dit que le diagnostic, finalement, il a expliqué que le diagnostic lui avait fait plus de bien que de mal. Il a dit quelque chose de très fort qui était c'est pas de ma faute. Tout ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute. Et s'il y a bien une fonction du diagnostic, c'est celle-là, c'est d'expliquer aux personnes ce qui leur arrive et d'expliquer à leurs proches ce qui leur arrive. Et rien que par ça, même si on n'avait pas tous les traitements qui vont avec, eh ben, on soulage. Parce que voilà, je ne deviens pas fou, il m'arrive bien quelque chose, c'est pas moi qui ne fais pas attention, ou à l'inverse, pour les proches, c'est pas lui qui le fait exprès, c'est pas lui qui fait plus attention à moi et je l'intéresse encore, c'est juste, il a eu une maladie, c'est pour ça qu'il y a eu ces changements. Et par cette explication-là, eh ben, dans l'immense majorité des cas, on fait plus de bien que de mal. Bien sûr, ça fait du mal de recevoir un diagnostic comme ça. Mais sur le moyen terme, ça soulage. Il a parlé des premiers signes où il a commencé à voir qu'il y avait un problème. Il parlait de cette série Netflix, du fait de paumer ses clés, etc. C'est quoi ces signes avant-coureurs, généralement, qui permettent à des personnes d'aller en consultation? Alors, la plupart du temps, ce sont les troubles de la mémoire. Ouais, troubles de la mémoire. Les troubles de la mémoire. Mais il faut tout de suite rassurer tout le monde. La plupart des gens qui se plaignent de la mémoire n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Et donc les centres mémoire, ces structures comme celle où j'exerce, contribuent la plupart du temps à rassurer les gens. Mais certains troubles de la mémoire sont probablement un petit peu plus intrigants que d'autres, un petit peu plus, enfin ce sont des plaintes qui sont un petit peu plus suspectes que d'autres. Les difficultés à encoder les nouvelles informations, les difficultés, le fait d'oublier un événement qu'on vient de vivre. Les événements du passé sont très bien consolidés dans notre mémoire. Ils résistent très très longtemps à l'assaut de la maladie. Mais les événements récents, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait la semaine dernière, ce que j'ai fait le mois dernier, qui passent à la trappe, ça, ce sont des plaintes que je juge suspectes. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une maladie d'Alzheimer, mais ce sont des bons motifs de consultation. Après, il y a d'autres maladies qui débutent par des troubles du langage, des troubles d'ordre visuel, mais c'est beaucoup plus rare. C'est 15% des maladies. 85% des maladies débutent par des troubles de la mémoire. Et du coup, ça fonctionne comment le diagnostic? Alors, il y a des examens particuliers, il y a des tests. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on arrive à poser un diagnostic? La première chose, c'est d'aller voir son médecin traitant. Ouais. Le médecin traitant va avoir cette capacité à trier entre la plainte qui est suspecte et qui nécessite d'aller un petit peu plus loin dans les explorations, et puis la plainte qui est bénigne. Ce que j'appelle une plainte bénigne, c'est la plainte de mémoire de quelqu'un qui objectivement est anxieux, dort très mal, une plainte qui n'a pas la même nature que celle que je viens de te décrire. C'est une tendance à oublier les mots qui reviennent aussitôt secondairement, le fait de ne pas retrouver immédiatement le nom d'une personne alors qu'on la reconnaît, tout ça c'est extrêmement banal. Donc le médecin traitant va faire le tri entre une plainte qui est plutôt bénigne, liée à l'anxiété, au mauvais sommeil ou à d'autres facteurs, et puis une plainte qui est suspecte et qui nécessite plus d'investigation. À cette étape, le médecin traitant peut lui-même faire des petits tests cognitifs, des petits tests des fonctions intellectuelles de repérage qui peuvent l'aider dans son raisonnement. Il peut d'emblée prescrire une prise de sang et un examen qu'on appelle une IRM, une imagerie par résonance magnétique, qui est un examen du cerveau qui va regarder la morphologie du cerveau. En général, ces examens-là, c'est le médecin traitant qui les prescrit, mais il peut aussi décider d'emblée d'envoyer la personne dans un centre mémoire. Au centre mémoire, là où j'exerce, le bilan va être un petit peu plus complet. On va faire des tests de mémoire beaucoup plus perfectionnés que les tests de repérage effectués par le médecin pour savoir si réellement il y a une atteinte de la mémoire ou non. Si l'atteinte de la mémoire est isolée ou si elle s'accompagne d'une atteinte des autres fonctions cognitives, de troubles du langage, de troubles du raisonnement, de la concentration, ce genre de choses. Et à partir de là, ça, plus l'IRM, ça va nous permettre de faire un deuxième tri.
Il y a beaucoup de patients chez lesquels on peut déjà mettre un diagnostic de probabilité, ne pas aller plus loin, les rassurer souvent, trouver des causes. Et puis, si on suspecte une maladie d'Alzheimer, là, il y a un checkpoint, puisque c'est un terme que tu aimes bien. Un vrai terme biologique, hein, en médecine, on parle de checkpoint. Il y a un checkpoint qui est à quel stade, si on suspecte une maladie d'Alzheimer, à quel stade est-on Si c'est un trouble tout débutant, on n'est pas forcé d'aller jusqu'au diagnostic, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que le patient veut savoir, mais on va proposer forcément un suivi. Sinon on est dans un doute, il y a un trouble de la mémoire, je ne sais pas où on va, soit le patient veut savoir, il est intéressé par la recherche ou il a besoin de cette information et on va lui offrir des techniques diagnostiques avancées dont je pourrais te parler, soit il est suffisamment rassuré par le fait que les troubles sont mineurs, il faut juste suivre, voir où on va, et dans ces cas-là, on le revoit dans 6 mois, dans 1 an. Et si ça progresse, c'est là qu'on déploiera notre armada d'examens complémentaires. D'accord. Voilà, je parle de la situation d'un trouble débutant. Et ces examens complémentaires, c'est souvent la ponction lombaire ou des examens de médecine nucléaire. Ce sont ceux-là qui vont nous permettre de savoir s'il y a dans le cerveau les lésions décrites par Alois Alzheimer en 1906. Ces fameuses lésions qu'on va chercher. Les plaques séniles ou plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Ces lésions-là, tu sais, on a vécu une révolution dans notre métier jusqu'au début des années 2000. On était obligé, on faisait des diagnostics de maladie d'Alzheimer, bien sûr, mais on était obligé d'attendre le décès de nos patients, le décès de la personne, et l'analyse du cerveau après le décès, si la famille et la personne y avaient consenti de son vivant, pour savoir si la maladie qu'on avait effectivement diagnostiquée était bien une maladie d'Alzheimer. C'est un peu tard. Oui, c'est un petit peu tard. Aujourd'hui, on a des techniques diagnostiques, c'est la ponction lombaire, c'est certaines techniques d'imagerie de médecine nucléaire qui nous permettent de savoir du vivant du patient si ces lésions sont présentes ou pas. Et ça nous donne un diagnostic de haute probabilité. Et c'est probablement, arrête-moi si j'ai une connerie Valérie, mais aussi sur ces diagnostics que la recherche est utile pour faire progresser les techniques qui vont permettre de détecter de plus en plus précocement, de moins en moins cher aussi, parce que ça rentre en ligne de compte pour les systèmes de santé. Bien sûr, l'idée, Thibaut en parle très très bien, c'est si on arrive à diagnostiquer toujours plus tôt et de manière plus spécifique, parce que c'est vrai qu'il y a, je pense, beaucoup de troubles qui peuvent être assimilés à une maladie d'Alzheimer et qui n'en sont pas. Ce sera très bien, parce que plus tôt on prendra en charge les patients et mieux ce sera. J'ai le sentiment qu'il y a des recherches sur la recherche de marqueurs dans le sang, ce qui serait aussi un sacré progrès. Absolument. Parce que la ponction lombaire, c'est quand même pas c'est lourd comme quelque chose d'anodin. C'est lourd, c'est pas si lourd que ça. Je sais pas, tiens d'ailleurs, c'est un vrai cliché. Faire. Tu vois je dis ça de manière très affirmative, comme si je discutais d'égal à égal avec Thibaut. C'est vrai que c'est lourd. Non, en fait, j'en sais rien, c'est vrai. Dans nos mains expertes, on sait bien les faire. Et puis, il y a différents contextes de ponction lombaire. Il y a la ponction lombaire qu'on fait parce qu'on arrive aux urgences avec une suspicion de méningite. Il faut absolument passer l'aiguille parce que si on ne la passe pas, qu'on n'identifie pas le germe, tu peux mourir. Et donc, même si on doit essayer 20 fois, on passera l'aiguille parce que c'est vital. Et puis, il y a la ponction lombaire qu'on fait dans une situation de personnes qui vont bien, très calmes, avec des gens expérimentés qui en font 4 par jour, et avec des méthodes de relaxation, et qui se passent très très bien. C'est comme la péridurale. Quand on dit péridurale, ça évoque la naissance des enfants, et ça passe mieux que ponction lombaire, mais c'est à peu près la même chose. Il y a juste une histoire de profondeur d'aiguille. Voilà. Donc la ponction lombaire, c'est pas non plus un drame, mais bien sûr, il faut savoir le faire, et heureusement, les biomarqueurs sanguins arrivent. Je voudrais dire que la recherche, on l'accuse souvent de ne pas aller assez vite. Pour le diagnostic, on a vécu notre révolution. C'est ça ce que tu me dis. On a vécu notre révolution. Et que ça continue parce que là, on commence à chercher des marqueurs dans le sang, ce qui veut dire que peut-être, et on croise les doigts très fort, un jour, on trouvera dans les prises de sang. L'enjeu, en fait, les marqueurs sanguins. Les marqueurs sanguins, ils arrivent dans les 2-3 années à venir. L'enjeu, là, c'est vraiment d'être sûr qu'ils sont spécifiques, en fait, de la maladie, quoi. Il y a un problème avec ces marqueurs sanguins, Jean, c'est que la maladie d'Alzheimer, elle est souvent présente en nous une vingtaine d'années avant qu'on ait les premiers symptômes. Donc, ces marqueurs sanguins, ils vont être d'utilisation un petit peu difficile. Je pense que ce sont des marqueurs qui vont nous dire si on a une prédisposition ou non à développer cette maladie-là. Ce ne sont pas des marqueurs qui vont suffire pour nous dire « tu as la maladie d'Alzheimer ».
Donc ce seront des marqueurs qui vont être... il faudra bien communiquer là-dessus parce que d'un point de vue éthique, si des personnes qui sont juste un peu déprimées, on leur dose ces marqueurs-là, on voit qu'ils sont positifs et qu'en fait cette personne est juste un petit peu déprimée dans le cadre de sa dépression, a quelques petits troubles de mémoire, mais complètement réversibles, et qu'on lui diagnostique cette prédisposition à une maladie les erreurs diagnostiques qu'il va développer dans 10 ans, tu vois, c'est pas génial. C'est intéressant ça, je vois ce que tu veux dire. Il faudra les manier avec précaution. On a parlé donc jusque-là de la question du diagnostic, comment est-ce qu'on arrive à poser un diagnostic, et vous dans le chat, est-ce qu'il y a des gens, des proches, des personnes autour de vous qui sont touchés ou qui ont été touchés par la maladie d'Alzheimer? Est-ce que vous avez eu à connaître? On donnait tout à l'heure le chiffre de 900 000 personnes touchées par cette maladie. La probabilité de chance que vous me répondiez oui dans le chat est très importante parce que dans nos familles, dans nos proches, dans nos collègues, dans nos connaissances, dans nos amis, on a tous des chances on a des chances de connaître des gens qui vivent avec la maladie. Il y a quelqu'un qui disait, Tanish, qui disait mon grand-père a été diagnostiqué, mais ma grand-mère est dans le déni. Et ça aussi, c'est difficile. Il y a un grand oui dans le chat. Vous êtes très nombreux et ça m'étonne pas. Il y a aussi cette question très difficile pour les patients, et Thibaut en a un petit peu parlé, du rapport aux proches. Comment est-ce que les proches accueillent la nouvelle? Et ça doit être un moment difficile pour leur parcours de patient, ça. Ça peut être un moment difficile, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Souvent, on arrive à un mieux parce qu'on explique les choses. Il ne le faisait pas exprès. Oui, ça déjà, je vois ce que tu veux dire. Il ne le faisait pas exprès. Et souvent, on arrive à donner de la sérénité en expliquant les choses. Pas toujours. Il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir. C'est une règle absolue. L'un des risques du diagnostic, c'est ce qu'on appelle la stigmatisation. C'est-à-dire, il est plus bon à rien, on va le laisser de côté, on va plus le faire participer, on lui parle plus aux réunions de famille. Souvent, c'est pas des gens qui pensent à mal, mais il y a certaines personnes qui ont horreur de la maladie, qui ont peur de la maladie, et du coup, qui n'osent pas approcher des personnes atteintes. Alors, surtout quand on fait des diagnostics très précoces, où il faut intégrer ces personnes et les faire participer, et ça peut être dévastateur, cette stigmatisation. Oui. Mais c'est plutôt rare. D'accord. Là, il faut toujours faire le pari de la bienveillance. Ma grand-mère disait il y a des braves gens partout. C'est son leitmotiv. Ma grand-mère disait ça aussi. Non, c'est vrai. Et écoute, je pense qu'on a plus souvent dans la vie des bonnes surprises que des mauvaises de ce point de vue-là. Et je sais pas, j'ai vécu des choses extraordinaires, moi, des diagnostics qui ont mené les petites voisines à s'organiser pour que ma patiente puisse rester chez elle, s'organiser pour lui faire les courses, s'organiser. Ah, c'est pour ça, elle avait l'air un petit peu perdue, maintenant je comprends mieux, etc. etc. Donc, aboutir à un diagnostic, c'est parfois, et en parler autour de soi, c'est parfois susciter beaucoup de bienveillance. Énormément de témoignages très touchants dans le chat, justement. Exactement ce que tu dis sur la bienveillance, l'accompagnement, créer des liens avec ces personnes dans notre famille, ce rapprochement, notamment dans le cercle familial, mais pas seulement, aussi amical. Les voisins t'en parlaient. Quelqu'un disait, c'est cool de ne pas voir Alzheimer comme une fatalité, mais comme une maladie avec laquelle on apprend à vivre. C'est effectivement ça aussi que... Mais ça va devenir de plus en plus vrai. Et voilà, et c'est ça aussi, c'est que là, on se dirige vers... Notre population vieillit. Il y a une bonne nouvelle, c'est que l'incidence de la maladie diminue. C'est-à-dire qu'à taille de population égale, on a moins de chances aujourd'hui, en 2023, de développer une maladie que dans les années 1980. De développer la maladie d'Alzheimer que quand on a 70 ans aujourd'hui, en 2023, on a moins de chances de développer la maladie d'Alzheimer qu'on avait de chances dans les années 80. Mais comme, je ne sais pas si tu as vu, si vous connaissez notre pyramide des âges, comme la population vieillit, les boomers vont tous arriver à l'âge où cette maladie devient beaucoup plus fréquente, le nombre absolu de maladies d'Alzheimer va littéralement exploser. Et ce cadre... Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? C'était combien de millions attendus en 2030? Plus de 2 millions en 2040. Oui, j'ai vu plus de 2 millions en 2040. Et justement, et c'est là aussi que ce dont tu parlais tout à l'heure, Valérie, de cette prise de conscience est nécessaire, parce que ce vieillissement de la population, c'est une donnée. On va devoir vivre avec, et vivre avec, ça nécessite cette prise de conscience dont la FRM, vous faites votre porte-étendard aussi. Oui, et dans la ligne de ce que tu disais, c'est une mission de société de mieux intégrer ces personnes, de mieux réfléchir à comment les intégrer dans notre vie, à rendre nos environnements plus amicaux, plus bienveillants pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, inventer des nouvelles
des nouveaux formats d'EHPAD, pourquoi pas coller à des écoles, ou enfin de façon beaucoup plus intégrative pour pouvoir comment dire, faire une société qui soit beaucoup plus bienveillante. Ça va être notre mission, parce que les services sociaux, les services médicaux ne pourront pas tout. Oui, et c'est le problème de ce modèle très curatif qu'on a en France, qui va devoir aller vers un modèle de plus en plus préventif et d'accompagnement, notamment pour ces maladies chroniques, qu'on appelle maladies chroniques, donc, qui nécessitent un accompagnement. Vous, sur ma chaîne, quand on parle de politique, vous avez entendu, par exemple, les aidants familiaux. C'est un mot dont on parle beaucoup en ce moment, parce que des lois ont été votées, etc. On commence à mettre en place des choses qui vont nous permettre d'accompagner ce vieillissement de la population. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander sur cet accompagnement des patients. D'un point de vue médical, il y a un suivi régulier qui est mis en place. Tu as parlé de centres mémoire qui doivent, à mon avis, je ne sais pas comment ça marche d'ailleurs. Et puis ensuite, qu'est-ce qui peut exister comme activité qui accompagne les malades? Alors, il y a le traitement, donc les différentes modalités de traitement de la maladie d'Alzheimer. Ça dépend un petit peu du stade, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est mon job. Il y a d'abord des traitements médicamenteux qu'on peut prescrire. C'est des traitements qui peuvent stimuler les fonctions intellectuelles, les fonctions cognitives, et qui peuvent avoir un bénéfice modeste, mais certain, sur la progression de la maladie, c'est-à-dire ralentir légèrement la progression de la maladie. Donc il y a des traitements. Il y a des traitements qui agissent contre les symptômes psychologiques et comportementaux, l'agitation dont je parlais tout à l'heure, l'apathie, l'irritabilité, c'est des choses qui peuvent répondre à certains médicaments et qui peuvent justifier des traitements quelquefois. Donc il y a un volet médicamenteux. Et puis il y a le traitement de toutes ces conditions, de toutes ces maladies qui peuvent accélérer le déclin de la maladie. Les facteurs de risque vasculaire, ça en fait partie. Il faut équilibrer la tension, il faut corriger le diabète. C'est plus important qu'en soins courants. En soins courants sans maladie, c'est important, mais ça l'est encore plus quand on a développé une maladie d'Alzheimer. Voilà, donc ça c'est tout le volet médicamenteux. Mais à côté de ce volet médicamenteux, il y a ce qu'on appelle la rééducation, la stimulation cognitive. En France, on a la chance d'avoir un réseau extraordinaire d'orthophonistes. Ouais. Et ce sont les orthophonistes qui font cette mission, qui assument cette mission de rééducation cognitive. Les orthophonistes, ce n'est pas juste pour les enfants dyslexiques, elles prennent en charge également des adultes avec des maladies neurologiques, et notamment des maladies neurologiques évolutives, comme la maladie d'Alzheimer. Parce qu'il y a souvent des troubles du langage, et quand il n'y en a pas, les orthophonistes sont souvent de plus en plus formés pour stimuler les autres fonctions cognitives, la mémoire notamment. Il y a Chip dans le chat qui nous dit qu'elle est éducatrice et médiatrice par l'animal. L'intérêt des animaux pour les personnes affectées par la maladie d'Alzheimer est réel. Intéressant, ça fait partie, là aussi tu as parlé tout à l'heure un peu du jeu vidéo qui commence aussi à faire l'objet d'une réflexion, est-ce que ça peut stimuler? J'ai vu dans le chat aussi, ça discute de musique, peinture, cuisine, le toucher, le rire. Thibaut dans le témoignage parlait de visites de musées, de cours de chant, etc. Absolument, donc, absolument. Là aussi, une question très simple, est-ce qu'on a assez d'accompagnants? Est-ce qu'on a assez de diplômes? Est-ce qu'on a assez de formation? Est-ce que ça va recruter à balle dans les prochaines années? Alors, faut voir. Donc, si tu veux que je reprenne, il y a les traitements médicamenteux, il y a la rééducation. Et puis après, tout ce qu'on vient de parler, il y a d'autres types de rééducation. Il y a de la stimulation cognitive, il y a des structures extraordinaires qu'on appelle les accueils de jour avec des professionnels de santé pour des formes plus avancées de la maladie qui essayent de favoriser ce type d'activité dont on parle. Et parfois médiés par des animaux, médiés par des activités artistiques. Donc tout ça existe, mais c'est très professionnalisé, tu vois. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les modifications du style de vie qui peuvent impliquer plein de personnes professionnels ou simplement les proches. Il faut être stimulé. C'est la meilleure manière. Moi, je dis souvent à mes patients que cette maladie, elle avance lentement d'abord, mais elle a cette fâcheuse tendance à défaire les connexions entre les cellules nerveuses. À chaque fois qu'on sort de chez soi, qu'on a une conversation, qu'on apprend quelque chose, qu'on découvre quelque chose de nouveau, on refait des connexions entre nos cellules nerveuses. Donc en quelque sorte, on fait un peu l'inverse de ce que fait la maladie. Donc garder une activité, c'est essentiel. Et donc aller au musée, pourquoi pas avoir des activités avec des animaux, des activités de musicothérapie, c'est très bien. On n'est pas d'ailleurs obligé de professionnaliser tout. L'important, je veux dire par là que
on va peut-être pas s'acheminer vers une prescription médicale d'activité animalière ou d'activité centrée sur la musique. En fait, l'important, c'est l'activité plus que la nature de l'activité. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. L'important, c'est que ce soit disponible, que ce soit accessible, que les réseaux... Et il faut faire avec ça la peut être pétence. L'associatif, ça peut être un milliard de modalités possibles, mais... Tu vois, on va essayer de travailler, nous, à Lille, avec le musée des Beaux-Arts, mais j'enverrai pas des patients qui n'ont pas envie, tu vois, qui ont plus envie de faire du sport. Après, ils peuvent avoir des bonnes surprises, s'ils sont curieux, ouverts, bien sûr, mais il faut faire selon les appétences. Et là aussi, on va reparler du coup de l'importance des ambassadeurs avec la FRM. Vous avez ces ambassadeurs, ces personnalités qui en parlent. Un sujet dont on parle aussi un petit peu, c'est le coming out des personnes qui déclarent être atteintes de cette maladie. C'est relativement récent, ça, dans le paysage public, audiovisuel, à la télé, le cinéma, la musique et tout. C'est une bonne chose, c'est nécessaire. Oui, je crois que oui, c'est important. C'est libérateur, en fait. Je crois que Thibaut parlait du diagnostic, mais effectivement, de pouvoir parler très ouvertement, c'est... Oui, je pense que l'identification. L'identification, et ça libère aussi, je pense, la parole en cascade d'autres gens qui se disent, en fait, je ne suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à vivre ça. Et même pour les aidants, je pense que c'est important. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors justement, on va revoir une vidéo de la Fondation pour la recherche médicale qui parle de ce sujet des ambassadeurs. Vous allez retrouver Thibaut avec Laurie cette fois-ci. On se retrouve dans quelques minutes pour en discuter. Je m'appelle Laurie Tillman, je suis journaliste, animatrice. Je suis engagée auprès de la Fondation Recherche Médicale depuis quelques années, depuis que j'ai appris que ma grand-mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer, parce que j'avais envie de comprendre cette maladie et me battre pour elle. Et aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer Thibaut, 56 ans, qui a été diagnostiqué atteint de cette maladie d'Alzheimer. Voilà, j'ai hâte de le rencontrer, je suis un peu stressée aussi. Salut Thibaut. Bonjour Laurie. Je suis enchantée de te rencontrer. Oui. Enfin. On va se poser. Bon Thibaut, raconte-moi tout alors. Qui es-tu? Au départ, je travaille un peu dans la télé en fait. Ok, on fait à peu près le même métier alors. Oui, pas loin. Ouais. Je faisais un peu de dessin animé, puis après des documentaires, des films aussi. Et cette vie, elle t'a mis à l'épreuve. Oui. Comment t'as su que tu étais atteint de la maladie d'Alzheimer? Ça n'allait pas très bien. J'ai fait une sorte de burn-out. J'ai été voir tout un tas de médecins, de psy, puis de psychiatres. Puis un jour, on a fait un bilan. On s'est aperçu qu'il manquait plein de vitamines. Et donc, du coup, cette psychiatre m'a envoyé ici, à Sainte-Anne. Faire des examens? Exactement. Et après, quelques semaines plus tard, je retourne avec ma femme voir ce spécialiste et qui m'annonce que j'ai la maladie d'Alzheimer. Pour ma femme, ça a été un bus. Elle se prenait. Et pour moi, bizarrement, c'était une libération. Ah oui. Ça peut paraître étrange. Ça expliquait, ça donnait des... Exactement. Je me disais, en fait, j'ai pas fauté. C'est que la maladie m'a diminué. C'était pas de ta faute. Non. Tu pouvais rejeter la faute sur quelque chose de concret et d'existant. Exactement. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, je vais me battre. Je vais me battre pour moi et pour les autres. Est-ce qu'il n'existe pas de traitement encore à ce jour? Pour l'instant, les chercheurs sont là. La recherche fait le maximum. Ils font leur maximum. Je sais qu'ils sont à fond, quoi. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils veulent trouver. Et pour trouver, il faut de l'argent aussi. Il n'y a pas de choix. Et il faut des dons. Il faut des dons. Et il faut en parler. Ouais, au maximum de gens. Voilà. Je te précède? Ouais. Ça te plaît? Ben oui, sympa. On est pas mal. J'adore ce genre de petit café en plus parisien. Voilà, intimiste et regarde. Timing parfait. Merci beaucoup. Je te présente mamie Yvonne, 86 ans, qui a été diagnostiquée il y a un peu plus de 12 ans. Elle est trop belle. Ouais, elle est pleine de vie. T'as des photos, toi? Oui, j'en ai quelques-unes, mais écoute, ma maman, voilà, elle est là.
pour le coup, elle aussi a été atteinte de cette maladie. Et elle n'est plus là aujourd'hui. Quand elle était en EHPAD, je me suis mis face à elle. J'ai regardé dans ses yeux pour voir s'il y avait quelque chose qui allait passer. À ce moment-là, elle savait encore qui tu étais? Et je ne savais pas trop. Donc tu allais chercher ça? J'ai été chercher dans ses yeux, puis je lui ai dit tu sais, maman, je t'aime. Il n'y a que ça qui passe. Il n'y a que les je t'aime. Je fais Et pareil avec ma grand-mère. Voilà. Tu étais hyper active dans la vie, dans ton métier, dans ta passion. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as transformé ça en apportant aux autres, et notamment aux patients, aux futurs patients diagnostiqués. J'ai envie de me battre pour eux. Vraiment. Et je vais le faire. Et tu le fais déjà. Oui. Est-ce que ça a changé dans ta vie, concrètement? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est que du jour au lendemain, je dois arrêter, quoi. Je dois arrêter de travailler, il faut que je me soigne. Puis comme je travaille beaucoup, je voyais plus mes amis, en fait, non plus. Donc du coup, je me suis dit, OK, on va tout changer là, maintenant. Je vais revoir mes amis, marcher dans la rue, vivre, en fait. Et c'est beau. Et c'est beau à voir. Voilà, tout simplement. Trop fort. Merci. Un témoignage hyper touchant, hyper puissant de Thibaut qui discute du coup avec Laurie Tillerman. C'est ça aussi, la puissance de ce humain qu'on retrouve, que vous valorisez, vous, à travers votre réseau d'ambassadeurs, l'AFRM. C'est quel message que vous essayez de faire passer? C'est toute l'émotion en fait ressentie par les patients ou les proches de patients qui peuvent, avec leurs mots et leur vécu, expliquer la maladie, et pour sensibiliser au maximum. Là encore, le plus grand nombre que cette maladie peut toucher tout le monde, y compris des plus jeunes, même si c'est rare, et heureusement. Donc c'est vraiment de toucher le cœur de tout le monde pour montrer en quoi cette maladie, c'est un vrai sujet, c'est un enjeu. Thibaut, tu l'as rappelé, c'est un enjeu de santé, mais c'est aussi un enjeu économique, c'est un enjeu et ça concerne tout le monde. Et ça va encore être plus vrai dans les années à venir. Et en même temps, ce qui est super intéressant aussi dans le témoignage de Thibaut, c'est qu'il explique lui-même que sa vie a changé avec la maladie, mais aussi pour du mieux. Parce qu'avant, c'était un workaholic complètement dingue de travail qui bouffait n'importe comment. Il le dit lui-même dans le premier témoignage. Et là, il explique comment il est plus heureux, il a une vie plus apaisée. Et c'est hyper intéressant parce que ça pose des questions de société sur... ça parle d'aliénation par le travail aussi. Et c'est vrai, tu te dis, ouais, putain, c'est dingue. Est-ce qu'il faut tomber malade? Est-ce qu'il faut tomber malade pour devenir heureux? C'est une question grave qui en dit plus sur le travail que sur la maladie. Mais voilà, effectivement, il y a pas mal de témoignages dans le chat depuis tout à l'heure autour de ça. Qu'est-ce que vous attendez dans la recherche, dans le travail de la recherche dans les années qui viennent? On a parlé tout à l'heure, ça va arriver assez rapidement, ces fameux les tests sanguins qui vont aider à détecter la présence de la maladie. Qu'est-ce que la recherche, on en est où là? Si tu arrives à regarder, alors je te demande pas un travail de boule de cristal, mais sur quoi vous bossez? Déjà, la recherche sur le diagnostic, c'est fait, quoi. Enfin, on peut dire qu'on est en train de passer à autre chose. Les biomarqueurs sanguins vont arriver. On est capable maintenant de faire des diagnostics de très haute probabilité. Alors, c'est jamais simple. Hein. Les maladies parfois s'associent. La maladie d'Alzheimer peut s'associer à d'autres. Enfin, voilà, c'est jamais extrêmement simple. Mais sur le diagnostic, on peut dire qu'on est en train de vivre notre évolution qui s'achève même presque. Maintenant, la révolution qu'on attend, c'est le traitement. C'est le traitement. Enfin, la recherche médicale, c'est une succession de succès. En fait, c'est le traitement du diabète, de la maladie de Parkinson dans les années
60, les leucémies de l'enfant dans les années 70-80. C'est des succès phénoménaux sur les maladies cardiovasculaires. Maintenant, c'est notre tour, c'est le tour des maladies neurodégénératives et on espère vraiment que les nouveaux traitements vont arriver. Des traitements qui seraient capables, pourquoi pas de guérir un jour la maladie. Je crois qu'elle est tellement complexe, cette maladie, que ça, c'est un objectif à très long terme. Je ne suis pas sûr que je le verrai, moi. Mais en tout cas, la ralentir. Faire de la maladie d'Alzheimer une maladie chronique. De la même manière que beaucoup de cancers, on l'évoquait tout à l'heure, sont devenus des maladies chroniques. Voilà, c'est ça qu'on attend. Et puis après, on peut développer si tu le souhaites. Je peux t'expliquer les nouveaux traitements dont on entend parler un petit peu. Alors voilà, moi ce matin dans Le Monde, avec les yeux qui collent encore, j'ai entendu parler de je sais pas quoi, monoclonaux, j'y comprends rien. Donc on voit, moi d'un point de vue très extérieur, je vois des trucs parfois sur Internet, c'est un peu le piège de l'article. Une équipe de chercheurs publie une découverte, machin et tout. On s'emballe un peu vite parce que la news, elle est sexy. En fait, on apprend plus tard que c'est un chouïa plus compliqué que ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui des dernières nouveautés dans le domaine de la recherche ? En médecine, il y a une nouvelle classe de médicaments qu'on appelle les immunothérapies qui est apparue. Les immunothérapies sont des anticorps. Les anticorps, c'est ce qu'on fabrique nous-mêmes. Notre système immunitaire fabrique des anticorps pour se fixer sur la paroi des bactéries, des virus et nous en débarrasser. C'est le principe de la vaccination, de susciter l'apparition des anticorps pour nous aider à lutter contre certains germes. Eh bien, ces anticorps, on peut aussi les fabriquer par génie génétique et les administrer directement par perfusion et cibler exactement certaines protéines, certaines substances. On a développé des anticorps qui sont dirigés contre les plaques amyloïdes. Les plaques amyloïdes, c'est l'une des 2 lésions qui font la maladie d'Alzheimer. C'est l'une de ces 2 lésions qui ont été décrites en 1906 par Alois Alzheimer. Et devant nos yeux éberlués de médecins et de chercheurs, on a vu que ces anticorps étaient capables de complètement nettoyer le cerveau de ces fameuses plaques amyloïdes qu'avait décrit Alois Alzheimer. Évidemment, ça a suscité un espoir fabuleux. En médecine, c'est jamais si simple. Ces anticorps, ils sont testés depuis les années 2010 et les premiers essais étaient très décevants. Pourquoi ? Parce qu'on s'adressait à des maladies qui étaient trop avancées dans le temps. Et on a appris avec le temps que si on voulait agir sur le cours évolutif de ces maladies d'Alzheimer, il fallait frapper très tôt. Après la maladie, le phénomène de neurodégénérescence qu'on a parlé tout à l'heure, de mort neuronale progressive, ça s'autonomise, ça devient indépendant des lésions, visiblement. Et donc, si on attaque les lésions trop tard. Eh bien, on n'arrive plus à freiner la maladie. Mais par contre, si on s'adresse au stade tout débutant, il semble qu'on puisse agir sur le cours évolutif de la maladie. Et la grande nouveauté, c'est qu'en décembre de l'année dernière, tu vois, c'est un truc tout récent, décembre 2022 et mai 2023, il y a 2 anticorps monoclonaux dirigés contre les plaques amyloïdes qui ont été testés dans 2 essais de phase 3, qui ont rendu leurs résultats, donc en décembre 2022 et en mai 2023, et les résultats sont positifs. C'est-à-dire que pour la première fois depuis, je crois, 2005, nous avons 2 essais thérapeutiques qui sont positifs dans la maladie d'Alzheimer. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est dingue, c'est un espoir impressionnant. Exactement. Alors qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que les patients qui sont traités par ces immunothérapies, qui sont des patients qui font des maladies très très débutantes, eh bien, sous ces immunothérapies, voient leur maladie non pas stopper, ce serait trop beau, mais leur maladie ralentir. Ce sont des maladies qui évoluent 1/3 moins vite. Qui sont la progression de ces maladies est ralentie d'1/3 sur quelles que soient les échelles qu'on utilise d'ailleurs, des échelles qui mesurent l'autonomie ou des échelles qui mesurent la mémoire. La maladie est ralentie d'1/3. Alors c'est pas suffisant, l'effet est modeste, mais l'effet est très significatif et on estime qu'après 18 mois de traitement, on gagne entre 5 et 7 mois sur le cours habituel de la maladie. En d'autres termes, c'est un peu comme si tu appuyais sur pause sur 5 à 7 mois, et puis la maladie continuait à évoluer ensuite. Alors ces essais, ils soufflent le chaud et le froid, parce que d'un côté, ils peuvent avoir rarement des effets secondaires redoutables, qui peuvent y compris induire le décès des patients. Donc c'est rare, mais
Ça toucherait les effets secondaires graves, si on les met tous dans un... Donc des effets secondaires qui peuvent laisser des séquelles, qui peuvent induire des hospitalisations. C'est entre 0,5 et 1,5% des personnes. C'est pas rien. À chaque fois, c'est 100% d'une personne, genre. Hein. C'est un peu difficile. C'est énorme. Mais malgré ces effets-là, quand on regarde la population globale des gens traités, ben, ça marche et ça ralentit le cours évolutif de la maladie. L'effet est modeste mais très significatif. Alors, le grand espoir, c'est que comme on débarrasse le cerveau de ces plaques amyloïdes, comme on agit organiquement sur le cerveau, c'est que on ait modifié la trajectoire sur le long terme de la maladie. Et donc que cet effet un petit peu modeste à 18 mois, c'est-à-dire des patients qui vont un petit peu mieux à 18 mois par rapport des patients traités qui vont un petit peu mieux à 18 mois par rapport aux patients non traités, et bien que cette différence qu'on observe à 18 mois, elle ne cesse de s'augmenter avec le temps, et qu'au final, sur 10 ans d'évolution de la maladie, on gagne 2 ou 3 ans supplémentaires dans les stades les plus légers. Mais ça reste à démontrer. Okay. Ça reste à démontrer. Donc je ne sais pas si tu perçois le trouble où on est. On a un médicament qui a peut-être un effet sur le long terme, mais qui n'est pas encore prouvé, qui a un effet sur le court terme, qui est prouvé, mais qui reste modeste, mais qui a des effets secondaires très importants. Alors, tu vois, c'est très, très difficile. C'est un challenge énorme pour la recherche. Et voilà, donc on ne sait pas si ces médicaments-là seront autorisés. Ils sont autorisés aux États-Unis, ils les ont mis sur le marché. Encore qu'on ne sait pas encore comment ils seront remboursés par l'assurance maladie. Mais en France, on attend la décision de l'Agence européenne du médicament, probablement l'année prochaine, pour une des immunothérapies. Si ça arrive sur le marché, ça va nous demander beaucoup de discussions avec les patients pour savoir quel risque ils veulent prendre en réalité, pour quel bénéfice. On continue à discuter de la recherche médicale avec la Fondation pour la recherche médicale autour de la maladie d'Alzheimer. On se retrouve tout de suite après un petit générique pour un quiz spécialement pour vous. Le chat, ça va être à vous de parler dans le chat. Alors, on a préparé quelques questions pour vous. C'est un quiz un peu débile parce que on est sur ma chaîne quand même. Autour de la maladie d'Alzheimer, autour de la recherche médicale. On va le faire à la volée dans le chat. Hein. Vous tapez la réponse que vous pensez être la bonne. J'ai des questions, 4 propositions de réponse et vous essayez de deviner la bonne réponse. Première question, comment s'appellent les 2 protéines à l'origine de la maladie? Est-ce que c'est ocytocine et dopamine? Est-ce que c'est Jacqueline et Martine? Est-ce que c'est tau et amyloïde? Ou est-ce que c'est Ratchet et Clank? Vous devez trouver la bonne réponse dans le chat. N'hésitez pas à trouver la bonne réponse. La réponse 3, vous êtes très nombreux à dire la réponse 3. Ouais. Donc personne n'est pour Martine et Jacqueline. Vous me décevez beaucoup. Mais c'est la bonne réponse, effectivement. Bravo. Tau et amyloïde. Tu as beaucoup parlé d'amyloïde depuis tout à l'heure. Tau, c'est le nom de la deuxième, c'est ça? Voilà. J'ai parlé des dégénérescences neurofibrillaires. Ce sont des espèces de fibrilles qui se forment à l'intérieur des neurones. Et le composant protéique de ces fibrilles, c'est la protéine tau. Deuxième question. Quel était le prénom du professeur Alzheimer qui a découvert la maladie en 1906? Ah, ça, je l'ai dit. Est-ce que c'était Cortex, Alzheimer? Est-ce que c'était Alois? Est-ce que c'était Clark? Ou est-ce que c'était professeur? Vous devez trouver la bonne réponse. Quel était le prénom du professeur Alzheimer? Tac. Ouais. Aloïs, c'est la réponse 2. Vous êtes si fort. Effectivement, vous aviez eu la réponse. Ça veut dire que vous avez écouté Thibaut parler depuis tout à l'heure. Et ça, c'est chouette, effectivement. Aloïs Clark. Aloïs... Oh putain, pardon, ça c'était la blague nulle. Aloïs Alzheimer. Il était de quelle nationalité? Allemand. Il était allemand, d'accord. Et donc c'est lui qui a été le premier qui a donc donné son nom à cette maladie. Qu'il a documenté. Troisième question. Il était modeste. C'est pas lui qui s'est attribué le nom, c'est Émile Kraepelin, qui était un grand psychiatre, qui a dit vu les travaux de Alois Alzheimer, il faut attribuer son nom à cette maladie. Eh ben bravo, bravo à lui en tout cas, effectivement. En tout cas, elle porte son nom aujourd'hui. Troisième question. Dans quelle région du cerveau commence la maladie? Dans quelle région est-ce qu'elle commence? Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Est-ce que c'est la région cortex? Est-ce que c'est la région de l'hippocampe? Est-ce que c'est la région du circuit limbique? Ou est-ce que c'est la région des Hauts-de-France? Vous devez trouver la réponse parmi ces propositions. Dans quelle région est-ce que la maladie commence? 1, 2, 4, 2, 1, 2, 3.
4. Ok. 2. D'accord. Ok, intéressant. C'est un peu plus serré. Il y a plus d'hésitation. Est-ce qu'on peut demander à Thibaut, du coup, la bonne réponse? J'ai vu que Emma et Sybille avaient les bonnes réponses. C'est bien 1, 2 et 3. Et ouais, c'est 1, 2, 3. Ça commence dans le cortex, évidemment, mais dans une région du cortex. Ouais. Le cortex, c'est l'écorce cérébrale. C'est l'écorce, ouais, voilà, c'est l'écorce du cerveau. C'est là où sont les corps cellulaires de toutes nos cellules nerveuses. Okay. Et il y a une des régions de ce cortex qui est plus volontiers consacrée à la mémorisation, qu'on appelle l'hippocampe. Donc l'hippocampe est une part du cortex. Donc cortex et hippocampe étaient des bonnes réponse. Et l'hippocampe fait partie d'un réseau qu'on appelle le réseau limbique. Donc c'était aussi une bonne réponse. Bravo à Emma. C'était un piège, évidemment. Non mais voilà, hyper intéressant. J'apprends plein de trucs. Merci à toi Thibaut. Le tiercé dans l'ordre, exactement. Et la région Hauts-de-France n'a rien à voir avec ça. Vous avez ça, vous l'avez bien compris. Bravo à vous. Dernière question. Combien de projets de recherche sont soutenus par la Fondation pour la recherche médicale chaque année? Combien de projets de recherche sont soutenus par la FRM chaque année? Est-ce que c'est 49,3 projets? Est-ce que c'est 276 projets? Est-ce que c'est 400 projets? Ou est-ce que c'est un seul parce que c'est son projet? D'après vous, pas d'après vous, vous devriez avoir la réponse d'ailleurs, parce que je crois qu'on l'a dit au cours de cette émission. Est-ce qu'on est plus proche de 49,3, de 276, de 400 ou d'un seul? Ok. La réponse 3, 276, 400, pas suffisamment. Oui, c'est une bonne réponse aussi. 400, d'accord, je vois quoi d'autre? Ok, 276. 276, ça rend bien. Ok, d'accord. La réponse, on va vous l'afficher à l'écran. 350 projets de recherche. En fait, c'est entre 350 et 400. On a eu les discussions avant sur non, mais en fait, ça dépend comment tu comptes, etc. Bon, on a mis 400 dans le quiz, mais c'est dans ces eaux-là. Un projet, c'est à chaque fois, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, Valérie, c'est un appel à projet, c'est une équipe qui propose de faire une recherche et vous allez financer, et c'est ça, soutenir un projet. Tout à fait. On a différentes... Enfin, on peut soutenir différents types de projets et les critères vont varier selon, par exemple, le chercheur qui porte le projet, puisqu'on a, nous, c'est vraiment dans notre ADN depuis toujours, le soutien aux jeunes chercheurs. Voilà, donc, Thibaut fait... donc, des jeunes chercheurs qui vont préparer un doctorat en sciences, donc ils vont devenir docteurs en sciences, et ensuite ce qu'on appelle des post-doctorants après leur thèse, et qui sont aussi des chercheurs, qui ne sont pas... chercheurs avec un poste pérenne, statutaire, hein, comme on peut l'imaginer, le chercheur au CNRS ou à l'INSERM. Et puis aussi des projets donc, portés par des équipes. Donc au total, effectivement, chaque année environ, ça va dépendre de l'offre qu'on aura proposée tout au long de l'année, on va financer entre 350 et 400 nouveaux projets de recherche. D'accord, ok. C'est essentiel pour les jeunes chercheurs. Ouais. Vraiment, un grand merci pour ce que vous faites. Parce qu'il y a des programmes de recherche institutionnels, enfin des agences de recherche nationales ou des ministères, mais ils sont souvent très, très compétitifs, ce sont souvent des hauts niveaux de financement pour les jeunes chercheurs, pour tester une idée qui va aboutir à un de ces grands projets. Le rôle des fondations comme la FRM est essentiel. Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est parfois des cofinancements, c'est pas l'État d'un côté et la FRM de l'autre, hein, ça marche pas du tout ça. Différents dispositifs de financement, et pour en revenir à l'État, on n'est pas là, on n'est pas un sparadrap hein, sur une jambe de bois, on n'est pas là pour faire ce que l'État fait pas. Encore une fois, l'État fait beaucoup hein, en matière de recherche, l'État finance tout ce qu'on appelle les frais d'infrastructure, les bâtiments, les labos, etc. Finance aussi tous les salaires des chercheurs statutaires, puisque le statut des chercheurs en France, c'est un statut de fonctionnaire, hein, on passe des concours, etc. Mais le reste, le fonctionnement au quotidien d'une équipe de recherche pour mener ses propres projets de recherche, ce que donne l'État, la dotation de l'État ne suffit pas. J'ai regardé avant de venir la page sur le budget de l'INSERM, où en fait, je crois me souvenir que 40% du budget de l'INSERM, qui au total doit être plus d'1 milliard d'euros, vient de ressources externes. Donc que les chercheurs vont aller chercher à l'extérieur. Et dans ces 40% de ressources externes,
c'est 20% qui vient des associations et fondations. D'accord, 20% de ces 40%. Voilà, je ne sais pas comment, mais c'est au même niveau que les financements de l'Agence nationale pour la recherche, qui est l'agence de référence en matière de financement, agence publique en matière de financement. Et il y a quelqu'un qui demandait combien d'argent ça représente par an, la FRM, juste la FRM. Juste la FRM, c'est 50 millions. C'est 50 millions d'euros par an. Attention, là on parle de tous les projets. De tous les projets. Pas seulement d'Alzheimer, et pas seulement du neurodégénérative. Voilà. On aura d'autres émissions, on va parler d'autres maladies toujours avec la FRM. Mais voilà, ça c'était pour vous donner une vision sur l'ensemble. On va continuer à parler et on va conclure cette émission sur la question de la mobilisation contre la maladie d'Alzheimer après un tout petit générique. À tout de suite. On a déjà commencé avec toi Valérie, avec toi Thibaut, à aborder cette question de la mobilisation contre la maladie tout au long de cette émission. On a parlé de cette maladie, on a parlé de son diagnostic, on a parlé de l'état de la recherche et là on vient de commencer un tout petit peu à aborder cette question de cette mobilisation de la société civile et de l'État et de la recherche et des labos et de tout le monde contre la maladie. Avant ça, la Fondation pour la recherche médicale, c'est une organisation donc non gouvernementale, une ONG, qui est spécialisée dans la recherche médicale, comme son nom l'indique. Ça date de quand ? Ça a été créé en 1947. En 1947, d'accord. Donc, on a fêté nos 75 ans l'année dernière. Ok. Créé donc après la Seconde Guerre mondiale par d'éminents chercheurs et professeurs, dont Jean Dossé, qui a été prix Nobel. Pour aider à remettre d'aplomb le système de recherche français. Et ils ont eu le génie en fait, de se dire qu'il fallait aller chercher des fonds privés. Et donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ça fait 75 ans que ça dure et 75 ans que la Fondation pour la recherche médicale aide la recherche grâce à la générosité des donateurs, des petits, des moyens, des plus... Voilà, on a vraiment tous sont en fait engagés et souhaitent soutenir la recherche, convaincus de la nécessité de soutenir la recherche, sans savoir comment faire. Donc en fait, moi, ce qui me passionne dans mon job au quotidien, c'est d'être à l'interface en fait entre les chercheurs qui ont des besoins, plus qu'importants, et ça ne s'arrange pas. Et puis des monsieur et madame tout le monde, ou des gens certains qui ont beaucoup de moyens et qui souhaitent aider et qui ne savent pas trop comment. Et nous, on est entre les deux et on fait le lien. Voilà, Donc 1906, le professeur Alzheimer fait ses travaux de recherche. 1947, la création de la FRM. De quand est-ce qu'on peut dater la prise en compte, disons, de l'État, du débat public qui a pris en charge cette maladie-là, ou plus globalement les maladies neurodégénératives? J'ai l'impression que la question du vieillissement, on commence vraiment à en parler depuis le milieu des années 2000. Oui, il y a eu des plans nationaux pour Alzheimer. Alors, la prise de conscience de la maladie d'Alzheimer en tant que maladie périle, ça commence vraiment dans les années 70-80 aux États-Unis. Okay. Parce qu'avant, on avait l'impression que finalement, perdre la tête en vieillissant, d'abord, c'est horrible de s'exprimer comme ça, mais les patients ne perdent pas la tête, mais à l'époque, c'était quelque chose de physiologique, de naturel. On appelait ça la démence sénile. Et finalement, se rendre compte qu'il y avait un vieillissement vertueux, qu'on n'était pas obligé de passer par la perte de ses capacités cognitives, et d'autre part que tous ces cas qu'on attribuait à la démence sénile étaient en fait dans 70% des cas des maladies d'Alzheimer, c'est quelque chose qui date des années 70-80. La prise de conscience de l'importance de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Ensuite, la prise de conscience politique importante, c'est le début des années 2000, les premiers plans Alzheimer. Oui, c'est ça, il y en a un qui a été plus important que les autres, qui était le plan qui avait eu lieu sous la présidence de Nicolas Sarkozy, 2008-2012, je crois. Mais, dans ces eaux-là, c'est un de ces plans qui nous a le plus apporté, en termes de développement de structures pour les patients. Les centres mémoire, d'ailleurs, ont été créés... Alors, ils avaient été créés un petit peu avant. Ils avaient été créés, je pense, en 2004, de mémoire. Mais il y a beaucoup... ça a transformé un petit peu la prise en charge et donné une impulsion majeure à la recherche dans toutes ses formes.
Est-ce que vous, les chercheurs, vous travaillez avec des nouvelles technologies? Alors là aussi, c'est le côté très shiny d'Internet, où on voit des articles qui nous parlent d'intelligence artificielle, de machine learning, de dispositifs tous plus fous les uns que les autres. Vous bossez avec des pipettes et des trucs, ou maintenant vous êtes de plus en plus vers des technologies comme ça? Est-ce que ça... Les deux, mon général. Les deux. Ah ouais, oui, absolument les deux. L'intelligence artificielle, elle est partout aujourd'hui. C'est une des révolutions. Et elle nous touche, évidemment, en recherche, au premier plan. L'un des aspects... la prise en soin des maladies d'Alzheimer en France, ça produit énormément de données. Et l'un des enjeux actuels, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données de santé qu'on a accumulées. Alors, il y a une problématique d'anonymisation, ce n'est pas des données qu'on peut distribuer comme ça, mais ces données, elles existent. Il y a un effort institutionnel aujourd'hui pour les mettre à disposition des chercheurs, et le volume de données est tellement large qu'il faudra l'intelligence artificielle pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir utiliser ces méga-données. Mais donc, oui, on utilise beaucoup dans nos thématiques, notamment quand les données sont très importantes, l'intelligence artificielle pour prédire des choses comme, à partir d'un monceau de données, comment est-ce qu'on peut prédire un diagnostic, comment est-ce qu'on peut prédire la progression d'une maladie neurodégénérative. Ce sont des thématiques très actuelles. Comment est-ce qu'on peut prédire quels symptômes sont les plus évocateurs de maladie d'Alzheimer. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le repérage en population des patients qui devraient aller en consultation mémoire par rapport à ceux qu'on peut plutôt rassurer. Dans tous ces aspects-là, il y a l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des zones géographiques dans le monde qui sont plus à la pointe que d'autres? Est-ce que nous, en Europe, on est plutôt en avance ou plutôt les derniers de la classe? Comment tu... Non, en Europe, on est bien placé, Okay. notamment en Hollande. Okay. La Hollande s'impose comme un des pays phares sur la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Une recherche extrêmement bien structurée. La France... On salue les Hollandais et la France... la France tire son épingle du jeu, bien sûr. T'es pas obligé de le dire. On est un petit pays. Non, mais bien sûr. Enfin, je veux pas... c'est pas de la... voilà, je ne veux pas être franchouillard. On tire notre épingle du jeu, on a d'excellentes équipes de recherche, mais c'est difficile pour nous. Enfin, il y a certaines difficultés auxquelles on ne fait pas face dans d'autres pays. Le financement de la recherche. Oui, c'est ça, le financement de la recherche, on en a parlé. En France, c'est pas idéal. Ouais. Exactement. Et puis les États-Unis, bien sûr. Alors les États-Unis, et la Chine arrive très très fort également, avec énormément d'équipes de recherche. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a des collaborations internationales. Il n'y a pas de chauvinisme là non plus dans la recherche, au sens dans l'intérêt général, il n'y a pas de concurrence. Hein. Quand tu dis la Chine arrive de plus en plus fort, c'est pas un adversaire, bien au contraire. Donc voilà, tu bosses toi d'ailleurs avec des chercheurs à l'autre bout du monde. Il y a des dialogues, il y a des papiers de recherche qui s'échangent, il y a des... Oui, absolument. C'est un petit monde, un monde universitaire. Enfin, il faut aimer ça, il faut aimer partager. De la recherche. Et donc, toutes les personnes qui s'occupent de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées se réunissent souvent dans des réunions internationales ou travaillent ensemble. Enfin, si on aime la recherche, ça signifie qu'on aime les interactions, avec des chercheurs étrangers, qu'on aime se remettre en question et se confronter à d'autres. C'est un peu consubstantiel à la recherche, tout ça. Le fait de partager et d'avoir des contacts internationaux. Et j'ai perdu mon idée. Écoute, c'est pas grave. De toute façon, on arrive à la fin de cette émission petit à petit. Là, c'est votre moment, le chat. Franchement, si vous avez des questions, on vous a dit au début de cette émission, le but, c'est que vous soyez le plus au clair sur la maladie d'Alzheimer, sur où on en est, sur combien de personnes ça représente, sur les chercheurs, leurs besoins, leurs méthodes de travail, etc. Donc, c'est pour ça que, allez-y, surtout, n'hésitez pas. Comment est-ce que nous, on peut aider la recherche, faire des dons à la Fondation pour la recherche médicale, c'est un exemple, mais est-ce qu'il y a des manières de participer différemment? J'en sais rien. Je sais pas. Faites des études scientifiques, tiens, faites médecine. Oui, ça c'est un autre. Absolument. C'est tout à fait. Tu as raison de l'évoquer. Je pense que notre rôle à tous et cette émission, à mon avis, peut aussi servir à ça. C'est que les jeunes se passionnent ou se repassionnent pour les métiers de la recherche. Malheureusement, depuis quelque temps. C'est en perte de vitesse? Oui et non, moins attractif que d'autres. Un enseignement sûrement au lycée. Je pense qu'il y a de moins en moins, en tout cas en biologie santé. Ça fait peut-être pas rêver. Les
les carrières ne sont pas attractives, les salaires ne sont pas mirobolants non plus. Donc c'est un vrai métier de passion. Faut vraiment en avoir envie, être passionné. Moi, personnellement, j'ai fait une rencontre formidable au lycée avec une professeure de SVT qui m'a expliqué ce que c'était que la recherche. Et quand j'ai compris ça, tout de suite, je me suis dit... c'est pour moi. C'est pour moi, c'est ce que je veux faire. Contribuer à être utile, faire avancer les connaissances et apporter voilà, ma petite contribution à ce qui pourrait paraître gigantesque. Mais on a besoin, la recherche française notamment, et même internationale, a besoin de jeunes engagés, motivés, passionnés. Et oui, et puisque c'est la rentrée scolaire, on en profite pour faire un gros bisou à tous les enseignants, notamment les profs d'SVT, les profs de sciences, les profs de maths, etc. Bravo, courage. Vous avez un rôle énorme. Ouais. Courage à vous aussi les lycéens, courage à vous les étudiants aussi. Mais continuez, c'est vraiment chouette. Alors j'ai pas tant de... Il y a des questions, mais il y a aussi des remarques, par exemple. Quelqu'un qui dit, j'ai pas de questions, juste un remerciement pour le financement de ma 4e année de thèse. Merci. Super, à vous. Merci. Voilà, tout ça c'est pour la FRM. Et il y a quelqu'un qui dit, surtout ne pas oublier les personnes aidantes, car pour eux c'est pas facile. On en a parlé tout à l'heure, tu as parfaitement raison. Et j'ai vu une question intéressante qui demande peut-on souhaiter que les dons ne suffisent pas à remettre la recherche à flot parce que ça ferait une bonne raison pour l'État de ne pas s'en occuper? Y a-t-il une concurrence entre l'État et les dons pour le financement de la recherche? Et tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là, Valérie? Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a de la marge, il n'y aura pas de concurrence parce que voilà, il y a de tels besoins qu'on pourrait, nous, aujourd'hui, on réinjecte 50 millions d'euros tous les ans dans la recherche. On pourrait faire 10 fois plus. Et voilà, il y a tellement de besoins, là, il n'y a pas de souci avec ça. Par pansement, j'entendais que la Fondation pour la recherche médicale et d'autres structures associatives qui font aussi comme nous ne sont pas là pour faire ce que l'État ne fait pas. C'est plus que ça. Nous, à la FRM, on a, je crois, cette capacité, de par notre structure qui est petite, souple, on a une forte capacité à s'adapter à l'écosystème de la recherche qui change. Il suffit qu'il y ait une loi qui passe. Là, on est dans la revalorisation des salaires des doctorants, et c'est très bien. Il faut qu'on s'adapte, qu'on trouve des nouvelles manières d'ajuster nos offres de financement. Et je crois que c'est aussi des structures comme la nôtre, indépendantes, qui peuvent en fait avoir des idées nouvelles et lancer des actions un peu expérimentales pour répondre à un besoin ou susciter finalement encourager des équipes en fait à faire un pas de côté comme nous on l'a fait sur les maladies neurodégénératives. Et je pense que c'est à des structures comme la nôtre de le faire. Donc c'est avec l'espoir derrière que l'État puisse prendre le relais. Voilà, par exemple, si on aide des jeunes à revenir en France, on va les soutenir pendant un temps, 2 ans, 3 ans. Et derrière, est-ce que... Voilà, il faut qu'ils aient des postes, il faut qu'ils puissent intégrer le système de recherche en France. Il ne faut surtout pas qu'ils repartent à l'étranger. Il faut qu'on leur donne les moyens de travailler. Donc je crois qu'il y a une vraie force dans des structures comme la nôtre. Et c'est important ce que tu as dit sur l'indépendance également. J'ai vu un message dans le chat de quelqu'un qui dit si l'État prenait tout en charge, la recherche perdrait en indépendance. Et c'est aussi l'intérêt de la recherche ne perd pas à ce qu'il y a une multiplicité d'acteurs, parfois même au contraire. Et l'histoire a montré, alors ça va beaucoup mieux maintenant que par le passé, mais l'indépendance de la recherche, c'est aussi parfois aller contre des directives qui viennent d'en haut. La structuration pyramidale, c'est pas l'idéal pour la recherche. On a besoin justement de cette autonomie dont tu parles, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que j'avais vu d'autres questions? Oui, alors justement, il y avait une question qui disait est-ce que la FRM participe au financement de projets de recherche dans d'autres disciplines qui participent indirectement à la compréhension de la maladie d'Alzheimer? Oui, c'est aussi ça l'interdisciplinarité, et tu l'as très bien dit tout à l'heure. C'est aussi ce qui caractérise la Fondation pour la recherche médicale. On a un positionnement assez unique dans le paysage de la recherche parce qu'on est aujourd'hui la seule structure caritative à soutenir tous les domaines de la recherche, mais vraiment tous les domaines de la recherche fondamentale à la recherche clinique, sur toutes les pathologies. Et on a vraiment à cœur de soutenir vraiment tous ces domaines de la recherche. Parce qu'on le sait bien, on cherche, et voilà, c'est la recherche, on ne sait pas où va arriver la découverte. Et on sait très bien que des
des résultats, des avancées dans un domaine peuvent bénéficier à un autre. Ce n'est pas forcément évident tout de suite. Parfois, ça demande du temps. Et donc, c'est super important de financer la recherche sur les maladies d'Alzheimer. Sur les autres maladies neurodégénératives, c'est vrai aussi. Parce que ces maladies, même si elles peuvent paraître différentes, ont quand même beaucoup de points communs, notamment de par leurs origines et les mécanismes qui sous-tendent ces maladies. Donc, des progrès sur une peut avoir effectivement des répercussions importantes pour la compréhension d'une autre. J'espère que cette émission vous aura été utile à vous. On retrouve la Fondation pour la recherche médicale sur leur site internet. Regardez, je l'ai sur mon ordinateur ici. Tout le site internet de la Fondation pour la recherche médicale est accessible. N'hésitez pas à aller dessus. Vous avez plein d'informations qu'on vous a données au cours de cette émission. Vous en avez encore d'autres, des trucs beaucoup plus poussés, qui vous expliquent plein de trucs sur comment sont utilisés les dons, comment est-ce que la Fondation travaille, avec qui elle travaille, etc. Voilà, vous trouverez énormément de ressources sur ce site internet. N'hésitez pas. Les réseaux sociaux qui vont bien également, évidemment, la Fondation pour la recherche médicale, vous la retrouvez sur vos réseaux sociaux, etc. Donc n'hésitez pas à y aller à fond. Il me reste à vous remercier. Avant ça, on a une petite vidéo quand même de conclusion de la Fondation pour la recherche médicale à nouveau. Une petite vidéo qui est d'ailleurs le spot publicitaire, si je puis dire, que vous pouvez voir actuellement à la télévision de la FRM. On le regarde et puis on se dit au revoir juste après. Je vais me battre pour moi et pour les autres. Vous pensez qu'on va la trouver, la solution? Bien sûr, la recherche avance et c'est elle qui va nous donner la solution. La maladie d'Alzheimer touche 900 000 personnes en France et tous nos espoirs se tournent vers les chercheurs. Pour agir, faites un don à la Fondation pour la recherche médicale. Moi, je le fais pour ma grand-mère. Moi, je le fais pour mon père. Moi, je le fais pour mon grand-père. Et vous, pour qui le ferez-vous? Faites un don à la Fondation pour la recherche médicale sur frm.org. Et voilà, donc c'est la dernière campagne de la FRM et je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Il me reste à vous remercier du fond du cœur, Thibaut et Valérie, d'être venus sur ce plateau, sur cette première émission de Checkpoint. Il y en aura d'autres avec la Fondation pour la recherche médicale. On va continuer à parler de recherche, on va continuer à parler d'autres maladies, etc. Merci Valérie, merci Thibaut. Je sais que pour vous, c'était pas facile. Hein. Moi, je suis habitué, les caméras, les micros, tout ça, mais c'était moins votre cas. Merci, vous avez vraiment été top. Merci à vous dans le chat pour vos questions, pour vos témoignages, pour vos réactions. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore. Merci, à très bientôt. merci à tous. Salut tout le monde. Au revoir.